Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur notre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Madame, messieurs, plaisir à renouveler ce matin, à partager les grandes réalités du Cameroun avec vous, mais surtout plaisir à vous dire exactement ce qu'il faut dire et on en profite pour saluer ceux qui nous retrouvent pour la première fois sur notre antenne. En ce jour, une petite question quand même est encore à être évoquée. Que se passe-t-il aujourd'hui avec le fonds Covid-19? Le Fonds monétaire international serait-il, comme le dit certains Camerounais, dans un grand cinéma avec le Cameroun? On s'en souviendra également que certains pontes du régime en 2006, en 2012 et bien d'autres années écoulées ont été arrêtés, jetés en prison après que le gouvernement ou le régime en place ait pensé des réels projets qui leur étaient propres. Et pour distraire le peuple, en réalité, on parle aujourd'hui d'une nouvelle tentative qui voudrait que l'on puisse mettre la main sur certains ministres qui auraient croqué à plein dans les fonds Covid-19 pour certainement éloigner le peuple camerounais d'un projet fondamental qui est celui du gré à gré. Le gré à gré, où en sommes-nous aujourd'hui au Cameroun? Comment comprendre que l'un des noms les plus connus, mais surtout les plus courus de la presse aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, laisse croire que ce dernier serait désormais militant du PCRN? Serons-nous en train de préparer bien sûr son entrée, ou encore peut-on dire que les nombreux partis dits politiques qui sont en ce moment dans une réelle préparation sont ceux-là qui vont adouber au moment venu ce dernier afin de faire de lui justement le candidat choisi par X et Y? Comment vivre en même temps au Cameroun au moment où le Nord semble aujourd'hui être loin des réalités concernant la politique actuelle et qui préparerait bien sûr un autre candidat? Comment comprendre aussi que depuis des jours, on le dit, l'actuel RGPR était à Abuja et là, à Abuja, souvenez-vous, un sommet l'y imposait. Il y était pour représenter le chef de l'État au Nigeria. Et pendant cette rencontre, on a demandé à monsieur le RGPR de se mettre de côté et de laisser les chefs d'État décider et penser justement problème sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre en réalité cela? Le Cameroun est en mouvement, madame, messieurs, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement, restons vigilants, allumons le cerveau. Ensemble, il faut construire la nation. Chalamem Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Une grève se prépare du côté de Camerco. Cette fois-là, c'est avec les retraités. Les retraités de Camerco souffrent. Ils sont désormais prêts à descendre dans les jours qui arrivent parce que l'ensemble de leurs requêtes n'a véritablement pas abouti. Depuis septembre 2019, aucun retraité n'a perçu un copec. Ils vivent comment? Ils mangent quoi? À tous les DG de 2019 à ce jour, ils n'ont eu de cesse d'écrire, jamais une réponse. Ils ont estimé que désormais, c'est la rue. Parmi eux, beaucoup de malades, de personnes hospitalisées. Ils n'en peuvent plus. Monsieur le ministre des Transports, grave de Flore. Eh bien, si vous parlez du ministre des Transports, toujours attendu sur la question de la falaise de Tchon qui a connu encore un autre accident. Il y a pratiquement 48 heures aujourd'hui. Réaction attendue. Que va-t-on dire? Doit-on aller à nouveau y inscrire 60 morts cette fois-ci au lieu d'y mettre 55 morts comme c'est le cas là-bas avec une plaque indicatrice? Bonjour à vous, Belmondo Ndjouaka, ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et des 10-12 le Zénith. C'est toujours un plaisir de les savoir nombreux connectés à ce programme. Renouvelé en même temps ce matin d'être avec vous. Bonjour. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, Michel. Décidément, on se pose bien la question de savoir ce qui se passe du côté du marché Koulouloun à Douala. Jusqu'aujourd'hui encore, l'ambiance ou encore le climat reste toujours très tendu de ce côté-là. On parle encore d'un rebondissement côté violence. Décidément que cela puisse s'achever pour un retour au calme dans ces parties où des commerçants veulent exercer leur métier et les forces de l'ordre veulent bien évidemment leur boulot, c'est-à-dire faire régner la paix et la stabilité sociale. Dit bien sûr que Denise Fampou, la maire, sait exactement où se pose le problème aujourd'hui. Elle a fait un choix et dans ce choix, effectivement, il était question pour elle de voir dans quelle mesure ces derniers devraient payer 100 000 francs CFA pour occuper un espace. Eh bien, ce matin également, ils sont à nouveau descendus là-bas. La police y est, mais surtout les commerçants du marché Nkouloulou ont décidé de ne pas lâcher prise. Ils ont payé et ils veulent absolument qu'on les entende.
Karine Santia, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Gatchou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'entre avec une information qui intéressera certainement beaucoup Charles Bachou. C'est un imam condamné à 12 mois de prison et 6 mois ferme et 500 000 francs d'amende pour avoir prié en langue malinké au Mali au lieu de l'arabe. Et selon les informations, cet imam-là était notamment rempli de reproches. On lui reprochait notamment de prêcher en langue malinké dans sa mosquée au lieu de prêcher en arabe. Plusieurs fois, sa mosquée a été vandalisée pour cette cause-là. Et c'est bien sûr, c'est pas aujourd'hui que ça date en même temps cette question, Karine Santia, c'est depuis des mois que cet imam du côté du Mali a connu ces reproches-là. Mais on se demande s'il faut parler de Dieu, s'il faut prier Dieu, s'il faut appeler Dieu. Est-ce que Dieu appartient simplement, du moins s'exprime en langue arabe, véritablement? En tout cas, merci pour ce biscuit que vous nous apportez ce matin. Madame, messieurs, vous faites bien de rester sur Equinox Télévision. Vous connaissez les plateformes à travers lesquelles vous pourrez bien évidemment réagir. Vous avez 10-12, le Zénith sur Facebook, notamment à travers Facebook bien sûr, ou encore Equinox TV. Merci. N'oubliez pas le contact qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Votre commentaire, vos avis, ça nous intéresse. L'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'Ernestine. Elle est commerçante et mariée, elle est maman de triplés. Elle nous raconte que ça fait 2 semaines, elle a beaucoup de problèmes avec son mari. Chaque fois, ils se disputent, des grosses disputes. Parfois, il lui arrive quand même de lui donner des gifles, justement parce que Ernestine dit qu'elle s'est inscrite dans une réunion des anciens élèves. Qui donne les gifles? Son mari. Ah, d'accord. Elle s'est inscrite dans elle reçoit des gifles de son mari. Oui, elle s'est inscrite dans une réunion des anciens élèves de son lycée parce qu'au départ, elle n'était pas informée de cette réunion-là. Et puis, quand elle a appris la connaissance, elle a informé à son mari qu'elle allait s'inscrire dans cette réunion et qu'elle allait cotiser tel taux. Vous voyez? Mais bon, c'est pas son mari qui cotise, c'est elle-même qui cotise à chaque fois puisqu'elle est commerçante. Elle prend l'argent de son commerce à chaque fois et puis elle cotise chaque semaine. Et l'argent de la tontine, ça monte 500 000 francs. À la fin du tour parce qu'elles ne sont pas si nombreuses et la somme qu'elles cotisent quand même est importante. Ce que Ernestine dit, c'est que... Enfin, importante pour elle, en fait. Oui, importante parce qu'elle dit qu'elle a bouffé il y a quelques semaines et puis elle est rentrée, elle a dit à son mari qu'en fait j'ai bouffé l'argent de la tontine et tout. Maintenant, son mari lui demande que c'est où. Elle dit que non. Elle avait déjà prévu quelque chose avec et la chose là a déjà été résolue avec cet argent-là. Maintenant, son mari lui dit, mais tu m'informes de la réunion. Maintenant, quand tu bouffes, tu me dis seulement que tu as bouffé et je ne vois pas l'argent. Comment? Il y a 2 hommes dans cette maison. C'est quel genre d'argent que tu veux montrer? Tu veux me montrer que tu cherches déjà trop l'argent et tout. Et là, ça a commencé avec les éclats dans la maison. Et Ernestine veut savoir aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, parce que ce n'est pas vraiment très beau dans son foyer. Chaque fois, il y a les coups de gueule, les échanges, les éclats de voix devant les enfants et tout. Son mari n'arrive pas à se contenir. Mais elle a dit à son mari qu'elle n'a plus l'argent sur elle parce qu'elle a déjà réussi à faire ce qu'elle avait prévu avec cet argent. Parce qu'avant qu'elle ne bouffe même, elle avait déjà prévu. Voyez. Donc maintenant, Ernestine aimerait savoir si la femme doit remettre l'argent qu'elle a bouffé à la tontine à son mari particulièrement. Voilà. La question bien sûr posée ce matin, tout en espérant que les femmes qui nous regardent et qui sont d'ailleurs très engagées dans les tontines, comment faites-vous, mesdames? Est-ce qu'une fois après avoir bouffé, vous restituez l'argent à votre mari pour qu'il puisse avoir une organisation avec cet argent, ou du moins quelle est la complicité que vous créez avec votre mari pour mieux gérer cet argent? Et au-delà même, qu'est-ce que nous les hommes, comment devons-nous nous comporter lorsqu'une femme bouffe sa tontine? Est-ce qu'il y a un encadrement réel de notre part? Quels sont les conseils que nous pourrons lui prodiguer? Comment nous nous comportons? Sommes-nous finalement des assoiffés d'argent ou bien des croqueurs, des jouisseurs? On va bien sûr le dire. Allez, je commence avec vous ce matin, Isabelle Carozopet. Je voudrais bien comprendre. Vous bouffez quand même votre argent de tontine après 1 an de cotisation. Vous choisissez de ne pas en parler à votre mari et vous partez rapidement réaliser le projet pour lequel cet argent était destiné. Enfin, sauf pourquoi vous avez conçu justement ce projet que vous avez conçu. Alors, maintenant, votre mari estime quand même que vous devriez venir lui rendre compte avant de faire quoi que ce soit parce qu'il est celui qui porte le pantalon. Alors, il faut se présenter l'argent ou pas. Est-ce qu'il aurait bien voulu toucher l'argent pour savoir vraiment que la femme... Il veut toucher l'argent, pourquoi, Michel? Est-ce que ce sont les phobies qu'on m'a donné à la réunion?
pour dire que non, il faut qu'il touche l'argent pour se rassurer que, ok, d'accord, le billet de 10 000, si c'est le bon billet ou pas. Hein? Je veux bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'il veut voir cet argent? Je crois qu'il a quand même en face une femme vraiment bien éduquée. Ouais. Chérie, écoute, Marion que tu connais là, j'ai bouffé la tontine hier. C'est suffisant. Elle a passé un message à son mari, j'ai bouffé la tontine. Parce qu'il y en a, ça il faut le savoir, dont le mari ne sait même pas quand est-ce qu'elle a eu l'argent. Il sait seulement que sa femme part à la réunion tous les dimanches. Point barre. Tous les dimanches, il sait que sa femme va à la réunion. Il ne sait jamais le jour où il y a cassation, le jour où la dame a bouffé, le jour où elle n'a pas bouffé, tout. Mais là, on a quand même une femme qui est venue dire à son mari, écoute, vraiment, c'était mon tour hier et j'ai bouffé la tontine. Voilà ce que j'ai pu avoir, c'est 500 000 francs. Et j'ai vraiment j'ai réalisé avec cette somme un projet qui me tenait à cœur et tout. Ça veut dire que là, on parle de compte rendu. Elle a fait un compte rendu à son mari. Donc maintenant, moi, je ne vois pas pourquoi monsieur a besoin de s'enflammer. Qui cotisait cet argent? C'est le monsieur ou c'est la dame? C'est la dame. Son mari ne savait même pas qu'elle... Ça veut donc dire que c'est son argent qu'elle prend. Vous savez que votre femme fait la tontine. Tous les jours, tous les mercredis, je ne sais pas quel jour, elle va à la réunion. Vous ne dites pas, ok chérie, sur les 25 000, les 30 000 que tu cotises là, voici 10 000, voici 15 000. Complète ton argent de tontine avec. Oui! Michel Ngatou, ne me regardez pas comment c'est comme ça que les hommes sérieux font. Je vous écoute, madame. Je vous regarde parce que je suis intéressé par ce que vous dites. Je vous écoute, madame. C'est comme ça que les hommes, vraiment, qui ont quand même un peu d'affection, un peu ce grand amour là pour leur femme se comportent. Chérie, tu cotises 30 000, quand tu vas à la réunion, il te donne 20 000 francs. Il sait que tu vas mettre 10 000 dessus, ça va faire 30 000 et tu pourras cotiser. Avant même que le mois n'arrive, c'est lui qui te dit, ok, tiens les 30 000 ici, ça pourra t'aider pour la cotisation. Mais il y en a, vous allez tous les jours là dire au revoir, je m'en vais à la réunion, qui passeront seulement le temps à vous regarder ou alors à regarder l'heure à laquelle vous êtes parti et savoir l'heure à laquelle vous êtes rentré, faire des calculs. Aujourd'hui, maintenant, vous venez dire, ok, d'accord, j'ai ramené l'argent de tontine et ça pose un problème dans le foyer. Ça ne devrait pas poser un problème parce que dans un couple, quand il n'y a pas de symbiose, il faut laisser tomber. Symbiose, c'est dès le départ. Lorsqu'elle vous dit déjà qu'elle s'engage dans une tontine, vous déjà, vous essayez de voir les 30 000, les 50 000 que tu cotises là. Est-ce que tu pourras t'en sortir ou pas? Non, chérie, je serai un peu butée. Il y a des mois où je pourrais avoir 50 000, mais il y a des mois où je ne pourrais pas avoir ce montant. Ok, d'accord. Je crois qu'il faut prendre plutôt un nombre de 100 000. Là, moi, je te donnerai 70 000 et toi, tu compléteras 30 000. Mais ça, c'est une proposition qui devrait se faire dans le couple, en réalité. C'est pour ça que je dis, le monsieur est au courant que la dame fait... Bon, vous savez que votre femme fait la réunion. Vous ne posez pas de questions. Bon, vous ne suis pas à savoir ce qui se passe. Dans l'histoire de ce matin, Isabelle Carole, il se trouve quand même que cette dernière prend sur elle de faire une tontine. Elle prend quand même la peine, respectueusement, d'informer son mari. Oui. Elle bouffe la tontine. Ce que l'homme demande, c'est que viens au moins me montrer l'argent que tu as bouffé avant d'investir dans ce dans quoi tu veux investir. Vous croyez que ce n'est pas légitime? Venez montrer quoi et pourquoi. Moi, je crois que c'est la posture que la dame a voulu avoir. Ouais. Je viens te montrer quoi? L'argent, quel argent tu veux voir? Tu sais que j'ai cotisé, on point, c'est tout. Je crois que c'est ce qu'elle se dit parce que... Est-ce que ce raisonnement que vous portez en ce moment n'est pas de nature justement à crier en schisme la guerre ce n'est pas de nature à créer la guerre. C'est pour ça que je vous dis, il y a des femmes qui me regardent ce matin, si elles sont un peu honnêtes, elles écriront des messages. Très peu, Michel Ngatou, osent même dire à leur mari, chérie, écoute, tu as bouffé la tontine. Parce qu'elles ont à côté des maris qui ne sont pas regardants. Qui disent, ok, d'accord, c'est son couloir, elle n'a qu'à le gérer. Ouais. Qui ne sont même pas au courant de ça. Qui ne veulent même rien savoir à ce sujet. Par conséquent, quand la dame fait des sacrifices, quand la dame fait l'effort de pouvoir, tous les mois, faire cette épargne dans cette réunion, vraiment, elle se dit, mon mari m'a laissé, il m'a lésé. Il m'a laissé seul pouvoir faire cela. Pourquoi aujourd'hui, il a besoin que je ramène cet argent sur la table? Je crois qu'elle a dit à son mari, écoute, voici ce que j'ai eu. Très bien. Alors, je voudrais, Belmondo, Njouaka, que l'on essaie de comprendre. Est-ce raisonnable forcément que madame vous présente ce qu'elle a pu générer comme revenu dans ses cotisations? C'est quoi l'exigence ici pour cet homme? Non, tout est faussé dès la base, dès le départ. Comme on dit, comme on fait son lit, c'est comme ça on se couche. Vous ne pouvez pas vivre sous le même toit avec une femme qui s'engage dans une réunion sans déjà votre autorisation. Ok? Il y a un problème de complicité dans ce couple. Je ne sais même pas si dialogue assez. Parce que moi, vous êtes mon épouse, vous venez me dire, avec tout ce qui se passe dehors, on connaît tout ce qui se passe dehors. Il y a des réunions où vous entrez, ce n'est pas ce que vous pensiez en entrant. Quand votre épouse vient vous dire, je vais faire telle réunion, première des choses,
c'est la réunion de quoi? Quels sont les buts de cette réunion? Avec qui sont les membres de cette réunion? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? D'abord, de la même manière qu'on demande à un enfant qui n'est pas encore en âge d'autorisation parentale, il faut aussi que l'épouse ait l'autorisation de son mari pour adhérer à cette réunion-là. Parce qu'il connaît les tenants, les aboutissants. Vous avez des réunions où la femme est allée emprunter de l'argent, peut-être elle est décédée, et c'est le mari qui est en train de supporter les charges alors qu'il n'était même pas au courant de cette réunion. On est venu, toute la réunion est venue chez lui. Donc, moi je dis que au départ, l'homme devrait savoir les buts de la réunion, les objectifs de la réunion, avec qui siège, combien est-ce qu'elle cotise, comment elle compte cotiser. Il faut arrêter tout ça. Et à quoi va servir cet argent? Ensemble, puisqu'on est un couple, on ne forme plus qu'un. L'amour est basé sur la confiance. Tout ce que tu bâtis, c'est pour nous. D'où vient-il que une femme aille faire la réunion à l'insu de son mari? Elle cotise, son mari ne sait pas combien elle cotise. Elle bouffe, son mari ne sait pas combien ça a donné. Bon, on nous dit que ça a donné 500 000. Et elle vient, elle dit, j'ai bouffé. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que... Non seulement elle ne dit pas ce qu'elle a fait, elle dit, j'ai fait ce que j'avais à faire avec. Tu as donc fait quoi? On a vu des femmes qui ont bouffé des tontines et venues surprendre le mari avec un papier de terrain, qui sont allés construire et prendre le mari un jour, dit, viens, je vais te faire un surprise. Est-ce que ce qu'Isabelle Caro dit est totalement faux? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui, à un moment donné, ne sont pas très intéressés par ce que leurs femmes font? Il y a quand même que des femmes veulent être épanouies par ailleurs. Elles veulent se sentir, on va dire, en société, avoir une éventuelle contribution, être dans une association. D'accord, il faudrait avoir l'accord du mari. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est parce que certains hommes, comme vous et moi, et combien d'autres, on peut être désintéressés par les projets, les visions de la femme et ce qui ferait qu'elle peut se dire, qui est mieux, elle fait ce qu'elle a à faire et voilà. Est-ce que ce n'est pas nous le problème parfois? Non, la femme, le mari étant chef de famille, il est responsable de tout ce qui se passe sous son toit. Ok? Ouais. Parce que c'est lui qui va subir les conséquences après. Moi, j'ai dit qu'il devrait être informé de tout. Il ne s'agit pas, pour moi, c'est pas venir montrer la voici l'argent. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'as-tu fait de cet argent? Au départ, déjà, quand tu en as une tontine, il faut que je sache déjà le but. Quels sont les objectifs? Est-ce que tu vas l'aider à faire cette tontine? Mais à partir du moment, et c'est là où justement se pose le problème des dialogues. À partir du moment où on s'est entendu au départ, tiens mon chéri, je vais faire une réunion, c'est 50 000 le mois. Une femme avisée, tiens informer son mari, elle dit, compte tenu de mes revenus, il est même clair que je ne puisse pas à un certain moment cotiser et je souhaiterais que tu me soutiennes dans cette cotisation parce que voilà ce que je vais réaliser. Voilà ce que je vais... On est en location, je veux qu'on sorte de la location. Il y a des hommes, ma part de contribution dans ça, c'est que je vais cotiser et au moins avec cet argent, ça sera ma part de contribution pour la construction de notre maison. Oui, voilà. Vous estimez qu'il y a un problème à la base de communication. Oui. Alors vous, l'homme, vous vous rendez compte que votre femme est dans une association sans vous tenir informé. Quelle est l'attitude à tenir pour mieux comprendre ce qu'elle fait, pour mieux l'accompagner ou du moins peut-être la sortie de là? C'est quoi l'attitude? Déjà, il faut comprendre, il faut savoir le fond de l'association. C'est quoi l'association? C'est quoi le but de l'association? Et si je me rends compte que ça n'adhère pas à ce que je pense, moi je serai le premier à lui demander de quitter cette réunion. Ok, cette association-là. Il ne faut pas confondre ça avec les... Parce qu'il y a ce qu'on appelle les haladis, les femmes font marcher. Ce n'est pas ça l'association. Hein? Ouais. Moi, je parle de réunion. Parce qu'il y a les Bayam Salam qui ont leurs petits 50, 100 francs et lancent au marché. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas aller contrôler si ma femme est Bayam Salam. Qu'est-ce qu'elle donne? Oui, mais le problème, c'est au niveau à partir du moment où c'est une réunion qui a statut règlement intérieur, tout le reste là, le mari doit être informé. Absolument. Pareil pour vos enfants, votre enfant vous dit il fait une réunion, il fait une machin. Vous devez être informé. Il va où là? Très bien. Est-ce qu'à un moment donné, Karine Sontia, c'est pas parce qu'il y a des hommes qui sont cupides, en réalité, qui sont dans une cupidité à nous l'autre pareil, qui ferait que leur femme choisirait de ne rien leur dire, de faire ce type de surprise-là, et qui, au final, peut créer justement des étincelles, comme on le disait à l'instant. Justement, c'est certainement la cupidité des hommes qui peut pousser des femmes à avoir cette volonté individualiste quand il s'agit des revenus ou des épargnes dans le couple. Parce que la réunion, c'est l'épargne. Faire des tontines, c'est faire de l'épargne d'une autre façon. Ouais. C'est de l'épargne. Et pour qu'on s'en sorte dans ce genre de sillage-là, il faut qu'on
fasse des réserves d'argent pour un objectif. On ne se lève pas un matin, on se dit je vais aller garder l'argent ou alors je vais entrer dans une réunion des femmes solidaires juste parce que je suis solidaire. Non, c'est parce que vous avez un objectif. Et la particularité de ces objectifs, c'est que la plupart du temps, quand les femmes qui sont mariées y entrent, c'est en fonction du statut de leur mari, parce qu'on n'entre pas dans les réunions n'importe comment. Généralement, quand c'est communautaire, c'est en fonction peut-être de l'âge de votre mari, de la génération à laquelle appartient votre mari. Maintenant, si c'est avec les amis du lycée, comme c'est le cas avec la dame, c'est généralement des personnes qui se connaissent. Vous voyez? Maintenant, vous avez des amis du lycée. Si on tourne avec la réunion, ça veut dire que souvent elle arrive chez vous. Maintenant, si on ne tourne pas avec la réunion, ça veut dire que vous sortez souvent, vous partez à la réunion. Et du coup, quand vous rentrez le soir, il y a parfois des commentaires que vous pouvez lancer par rapport à ce qui s'est passé. Ça arrive. Parfois, c'est pas, vous ne voulez même pas lui dire ce qui se passe. Mais après, dans 1, 2, 3 commentaires, vous sortez 2, 3 phrases qui ont trait à votre réunion. Marie Cupide ou homme Cupide, on doit craindre justement son homme et ne rien lui dire ou pas? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ne rien lui expliquer? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les groupes d'individus, les groupes qui sont constitués d'hommes ont une charge énergétique et spirituelle parce qu'on y va pour un objectif. On ne va pas pour se balader. C'est la raison pour laquelle même quand vous êtes dans votre maison familiale avec papa et maman, parfois c'est lui qui vous propose l'association ou la réunion que vous devez faire parce qu'en fonction de comment est-ce qu'ils ont constitué leur groupe et tout, ils ont des objectifs. Donc on ne va pas juste siéger pour siéger. Maintenant, le fait que vous bouffiez ne doit pas être l'ingrédient nécessaire pour orienter comment vous allez vivre. Quand vous cotisez, que ce soit votre argent ou pas votre argent, il est important de le dire, comme la femme a dit. Maintenant, quand vous avez réussi à dire, parce que si vous ne voulez pas qu'on sache, ne dites à personne. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi, craindre, Karine Santia, dans un monde qui est en délitement aujourd'hui, notamment dans nos sociétés africaines, justement, où on sait qu'on a des associations, parfois on vous dira que l'argent que vous avez bouffé, sachez que l'on attend un chèvre ici ou bien justement, un poulet après. Et quand vous dites demain que ce n'est pas le poulet qu'on attendait, la chèvre qu'on attendait, est-ce que ce n'est pas justement de nature pour l'homme justement à avoir peur et s'intéresser profondément sur le type d'association et qu'est-ce qu'elle a fait de l'argent et les origines de cet argent? Est-ce que vous savez qu'il y a des associations qui vous donnent un argent que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit avec? C'est-à-dire que vous avez bouffé votre argent. Mais là, dans l'histoire, on parle de ce que le monsieur a déjà validé. Le monde n'est pas au niveau de la société puisqu'il a validé. Je peux terminer quand même. Vous pouvez bouffer un certain argent dans une association et après, vous ne faites rien avec. Vous investissez, ça ne donne pas. C'est pourquoi je dis qu'il faut parler. Le fait que quand vous avez un enfant qui est tout petit et qu'un étranger vient et lui donne l'argent, quand vous rentrez et que l'enfant vous montre que papa, voici l'argent que tonton tel a donné, ça ne veut pas dire que l'enfant ne pouvait pas utiliser sans vous donner, mais c'est pour que de manière spirituelle et psychologique, vous ayez de l'emprise un peu sur ce qui entre dans votre maison. Parce que c'est très important. Certainement, la femme n'a pas pris directement la réunion et est partie gérer le problème avec elle. Elle est quand même d'abord rentrée à la maison avant d'utiliser. Dès que l'histoire a été racontée, elle lui fait savoir que elle a déjà fait un compte rendu. Voilà. Bon, Isabelle, vous êtes pour le compte rendu. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Vous n'êtes pas pour, on va dire, la complémentarité, je veux dire, l'action conjointe qui voudrait que l'homme et la femme, par rapport à votre projet, que vous puissiez compléter vos idées et rendre possible l'action que vous voulez mettre en place quand même. Mais l'union des forces, vraiment c'est ce qu'on veut dans le couple, c'est ce que tous les couples souhaitent. Mais malheureusement, les foyers ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes dans des foyers. Il y en a, je dis, de commun accord qui estiment, madame fait une cotation de 50 000, monsieur fait une cotation de 100 000 et c'est connu des deux partenaires. Encore que même le montant de la tontine est délibéré par les deux. Ils décident ensemble. Oui, mais vous avez un homme. L'homme ne connaît rien. Mais il ne connaît, il sait que ça va pas à la réunion. Oui. Je peux terminer. Elle a informé quand même, la dame a informé son mari de ce qu'elle fait une réunion, qu'elle fait la tontine. Elle a bouffé la tontine, elle est venue rendre compte à son mari. C'était quoi le but d'informer l'homme? Qui ça, son mari a bouffé 500 000. J'aimerais terminer. Vraiment par reconnaissance pour l'alliance qu'elle a au doigt. S'il y a une situation pire et grave, je dis n'importe quoi, qui doit répondre de ses responsabilités? C'est son mari quand même. Oui, parce que ça va engager la famille, ça ne va pas engager la femme toute seule. C'est pour ça que je disais que les associations ont des charges spirituelles très fortes. Maintenant, pour terminer mon point de vue, je vais dire ceci.
tout commence à la jeunesse. Si on ne vous a pas appris à rendre des comptes ou alors à partager les informations que vous avez de manière libérale, vous aurez de la difficulté à le faire une fois que vous serez marié. Maintenant, si vous êtes dans un couple où chacun cache sa chose, l'autre cache sa chose, et puis vous vous retrouvez à la maison comme deux étrangers, c'est normal que vous viviez de cette façon-là. Donc, je pense que ce couple gagnerait maintenant à refonder les bases de leur communication. Fondamentalement, Chalamène Badjou, Karine Sontia revient sur l'élément essentiel qui serait de refonder l'élément capital pour le mariage. On peut donc dire aisément qu'ici il n'y a pas mariage. Monsieur Michel Gatchou, l'homme a fauté sur un point. Le premier point sur lequel il a fauté, c'est de ne pas savoir quelle est la raison fondamentale pour laquelle la femme s'inscrit dans cette tontine. Voilà. Nous avons des tontines au village de vin blanc. Nous avons des tontines de cola. Ça, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, ça existe. Des tontines de vin blanc, ce n'est pas d'argent. C'est pour les cercles secrets, les sociétés secrètes où on se retrouve aujourd'hui. C'est toi qui viens avec le vin blanc. Tu reçois les gens avec le vin blanc. C'est connu. Et je peux vous rassurer que même dans le processus d'extension des chefferies, c'est ce qui a fait gagner Charienne dans l'histoire de l'extension de Fumban. Il avait organisé cette réunion, la réunion du vin blanc, où il envoyait ses guerriers couper. La nuit où c'est vous qui devez recevoir, on taille tout et vous manquez de quoi faire. Et les plus puissants se partagent le royaume. C'est le premier point. Vous avez les tontines de mariage. J'entre dans cette tontine parce que je veux me marier. Ça produit mes 3-4 millions, j'ai mon âge, de la dot et du mariage, je fonce. Vous avez les tontines de terrain. Je n'entre dans cette tontine que parce que j'ai l'argent, je cherche l'argent pour acheter mon terrain. Vous avez les tontines voitures, tontines d'essence, tontines maladie, tontines décès. Il y a plein de tontines. L'homme ne sait pas quelle est la raison pour laquelle sa femme est entrée. Juste dire que j'en ai rayon des anciens amis. Anciens, ça peut dire rayon des anciens copains. Anciens chauds. Et on n'a pas eu la bonne définition. Déjà à ce niveau, ça me pose un problème. Deuxième chose, les problèmes de la femme s'arrêtent le jour du mariage et ceux de l'homme commencent le jour du mariage. Tout ce qui entre dans le domicile de l'homme attend l'approbation de l'homme. Ouais. Regardez-moi bien, ouais. Isabelle Carole. Tout ce qui entre dans le domicile de l'homme attend l'approbation de l'homme. Donc l'argent là reste à la réunion, ça attend le jour où mon mari va dire que va chercher ça pour que j'aille prendre. Je dis tout ce qui entre dans le domicile de l'homme attend l'approbation de l'homme. Pas forcément. On vient déposer le plantain, il y a un endroit où tu déposes. J'arrive, le plantain que tu vois là, c'est Massanda qui a donné. Ok, mettez à la cuisine. Si je demande que ça ressort, ça n'entre pas chez moi. Tout ce qui sort de chez l'homme sans son approbation n'entre plus. C'est monsieur Michel. Parfaitement. Tout ce qui sort de chez l'homme sans son approbation, vous arrivez chez vous, vous trouvez la voisine qui vient vous remettre la fourchette en disant que c'est la fourchette que j'ai empruntée. Monsieur Michel Gatchou, faites sortir cette fourchette et même votre femme s'amuse, vous la mettez dehors parce que rien n'entre ne sort sans l'approbation de l'homme. C'est important que les gens le sachent aujourd'hui. La famille est constituée comme monsieur Michel Gatchou, un État. Le pouvoir judiciaire, c'est la famille. Le pouvoir législatif, c'est l'homme. Et le pouvoir exécutif, c'est la femme. La femme exécute les instructions du pouvoir législatif incarné par l'homme. C'est l'homme qui vote les lois chez lui. D'où vient-il? L'homme peut vous dire, madame, vous arrivez dans chaque foyer, il y a des règles. Votez par l'homme. L'homme peut arriver et dire à sa femme, tu entres à 18h. Chez le voisin, l'homme dit à sa femme, tu entres à 23h. C'est chaque nom, permettez de le dire. Donc, dans cette famille, l'homme aujourd'hui se rend compte que la femme a bafoué son autorité. C'est de l'autorité dont il est question. Madame, tu as pris 500 000, tu rentres. Tu me présentes les 500 000. Vous nous racontez l'histoire de votre ami qui a perdu le travail. Et donc la femme, un jour est arrivée, elle a géré l'argent. C'est vous qui me racontez ça ici. Il a dit, elle donne des beignets aux enfants. Du pain. Du pain aux enfants. Ouais. Et l'homme lui a dit, madame, ça ne se passe pas comme ça, vous ne jouez pas avec l'autorité. C'est l'autorité de l'homme qui est question. Une femme qui décide de bafouer l'autorité de l'homme, M. Michel Gatchou, est une femme qui décide elle-même d'acheter le format A4, d'acheter un stylo et de demander à l'homme de rédiger la lettre de répudiation. Donc dans ce cas, il fallait justement ramener l'argent à la maison d'un point. Mais non, si le mari est cupide, qu'est-ce qu'on fait de ce mari? Et qu'elle trouve quand même la peine de dire, ben, sachant que si je ramène l'argent à la maison, il peut me désorienter sur mon projet fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir une petite crainte ici, monsieur Michel Gatchou,
On ne parle de cupidité du mari que par rapport aux intentions de la femme. Oh ben non, arrêtez. J'ai dit, monsieur Michel Gatchou, non, nous sommes des je hommes, reste pas d'accord dans quand même là. Je suis quand même pas vous d'accord. n'allez pas me distraire. Non. Vous n'allez me distraire. On ne parle ici de cupidité que par rapport aux intentions de la femme. Quel était dans ce projet qu'elle avait, elle n'a pas dit à son mari? Ce qui est fait pour vous s'envoie contre vous. Ça dépend. Merci beaucoup. Ça ne va pas vous Allez, faire autre chose. en tout cas, nous on attend bien sûr vos réactions, madame, messieurs, sur nos plateformes connues, Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent sur on va dire, à travers ce canal, sur Facebook, bonjour à vous là-bas. N'oubliez pas, un contact tout à l'heure s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous vos avis, vos commentaires. Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la précarité du personnel de santé au sein des formations sanitaires publiques dans ce pays, abrégé formation sanitaire FOSA. Les professionnels de la santé sont en souffrance entre salaire de catéchistes, manque de logement, de matériel de travail, de valorisation. Les blouses blanches ne savent plus à quel sens se vouer. Près de 4453 personnels de santé sont en situation de précarité dans les régions du centre, du littoral et de l'ouest. Comment comprendre que la majorité des formations sanitaires ne respectent pas les textes réglementaires appliqués à la gestion des quotes-parts et primes? Comment comprendre que lors des recrutements, les responsables des structures sanitaires renvoient fréquemment ceux régulièrement en activité au sein de les structures pour faire enrôler de nouvelles personnes? Que dire de la non-reconnaissance du personnel soignant tombé au front de la lutte contre le Covid-19, des personnels, des téléopérateurs travaillant depuis le déclenchement de cette crise qui n'ont jusqu'à ce jour pas reçu un seul copec, mais plutôt des menaces? Comment comprendre que des personnes recrutées au départ avec un contrat de travail pour une durée d'1 an se retrouvent à devenir des stagiaires permanents sans aucune forme de procédure? Comment comprendre que près des pères et des mères de famille travaillent comme des forçats depuis des années? Savez-vous qu'avec un salaire qui varie constamment entre 25 000 francs CFA et 35 000 francs CFA, en dessous du SMIC, avec les primes qui oscillent à certains moments un peu plus que le salaire, les personnels médicaux des formations sanitaires se retrouvent à être pour la plupart encore en location, alors que la hiérarchie roule carrosse? Comment comprendre que les primes, qui oscillaient parfois entre 20 000 à 25 000 francs ou 30 000 francs, ont chuté drastiquement à 2 500 francs, 5 000 francs nets, sans aucune explication? Comment comprendre que ce personnel n'a jamais eu droit à aucune sécurité sociale? Voilà déjà un contrat 7 ans de vide, chantage, mépris, menaces. Comment peuvent-ils subvenir aux besoins des malades s'ils sont eux-mêmes malades, incapables de subvenir aux besoins de leur famille? Que feront-ils des malades dont ils ont la charge? Plusieurs questions sous-tendent. Que fait-on donc de l'argent qui est destiné à la telle gestion? Doit-on conclure qu'il y a une gestion opaque de l'argent destiné au personnel médical? Doit-on conclure que cet argent se partage plutôt dans les bureaux? Comment comprendre que ceux qui meurent de froid, de moustiques et de tous les risques n'ont rien pour assurer un lendemain meilleur à leur famille? Le tableau sombre qu'on peut dresser de la situation de personnel de santé exerçant au sein des formations sanitaires est trop rabaissant dans ce pays. Rémunération faible et irrégulière, mauvaise prise en charge des personnels qui ne parviennent même pas à soigner les enfants de manière gratuite dans ces formations
Ils doivent payer comme tout le monde. Déficit criant en ressources humaines. Recrutement effectué par des instances inappropriées avec parfois des contrats à durée déterminée délivrés. Comment comprendre que certains présidents des syndicats s'octroient des charges et avantages supposés être supportés par des formations sanitaires à l'équilibre financier le plus souvent précaire? L'ambiance est rendue délétère dans certaines formations sanitaires par des rémunérations faibles versées de manière irrégulière. Comment comprendre que les personnels de santé en situation précaire, ayant établi des requêtes, rédigé des requêtes, ayant rencontré l'ensemble des responsables régionaux, soient encore là dans l'expectative? Ils ont forcé jusqu'à rencontrer le ministre de la Santé, André Mamafouda de l'époque, qui avait promis, rien n'a été fait. Ils ont forcé, ils ont rencontré Manaouda Malachi, qui a promis, mais en attendant, on attend comme l'enfant de cirage. État de choses qui fait qu'à la fin du mois, il y en a plein de ces personnels qui ne sont pas payés. Au Cameroun, on compte approximativement 1,1 médecin et 7,8 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants. Le salaire moyen d'un médecin varie entre 155 300 et 173 000 francs, bien en dessous du minimum des 500 000 francs CFA suggérés en fin d'analyse pour permettre aux médecins de vivre avec un minimum de décence au Cameroun. Nous étions en 2017. Les médecins en zone rurale opèrent les malades dans l'obscurité, sans groupe électrogène. Il est temps que les patients camerounais aient accès à eux-mêmes, peut-on dire. Quel est le sort réservé aux différentes primes du personnel médical, primes de technicité, primes d'astreinte, primes de santé publique? Tout cela disparaît sans qu'on ait une trace. Le personnel médical est à bout dans les formations sanitaires, raison pour laquelle, en dépit de tout, on assiste à des morts, des décès étranges, parce que celui qui est mal tenu peut rentrer en pharmacie, prendre un produit quelconque, faire une injection, voir un patient en pleine agonie et dire « Quoi va me faire? Est-ce que je suis désormais payé ?» La santé n'a pas de prix, mais lorsque le prix arrive, c'est les responsables des formations sanitaires qui savent où le placer dans des comptes bancaires et dans des poches bien enfouies. Colère exprimée à l'instant, madame, messieurs, on va bien évidemment faire un petit clin d'œil à tous ce personnel ou ces personnels qui sont dans les formations sanitaires au Cameroun et qui vivent en même temps des réalités extraordinaires. Certainement pour beaucoup, là-bas, ils broient du noir. Comment en sortir aujourd'hui? Eh bien, le regard est porté, qu'on le veut ou non, sur le gouvernement camerounais. Le regard en même temps est porté sur le ministre actuel de la Santé, puisqu'on ne pourrait parler de formation sanitaire sans pour autant pointer le doigt sur ce dernier. Avant de dire justement que Manaouda aurait une tâche particulière dans cette question évidente en débat ce matin, il est important de dire que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Alors, donner 150 000 francs, 155 000 francs à un médecin au Cameroun, et pourtant, en 2017, un débat statuait sur 500 000 francs qu'il fallait leur reverser comme salaire mensuel. Et qui avait été validé. Et qui avait été validé justement, où en est-on? Comment peut-on comprendre qu'au Cameroun, véritablement, que l'on sache qu'on a, comme on le sait aujourd'hui, les médecins qui ne sont pas respectés, tout comme les enseignants en réalité. Alors, le minimum basique qu'on voudrait, les soins de santé au Cameroun, lorsque les médecins, le personnel sanitaire est autant chosifié, à quoi peut-on s'attendre pour la santé des Camerounais aujourd'hui? Je voudrais en même temps que l'on essaye tant bien que mal de relayer, de révéler, de revoir les problèmes que ces derniers posent dans leurs différentes formations sanitaires. J'aime aller dire ici qu'on a pris parfois le temps d'aller dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'arrière-pays. Là-bas, on a le sentiment que l'hôpital n'existe pas, Isabelle Carole Zoupette. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'aller dans l'arrière-pays, Michel Ngacho, parce que quand vous parlez, vous citez par l'arrière-pays, ça donne l'impression que nous, ou encore dans les grandes métropoles, on va pour le mieux. Bien au contraire, je crois que c'est la même ambiance, hein, c'est le même climat plutôt
triste ou encore le même visage plutôt hideux que ces hôpitaux, ces formations hospitalières ou encore le personnel médical présente, qu'on soit dans une région comme dans une autre, c'est les mêmes pathologies dont on souffre. Ce personnel médical, justement, aujourd'hui, est clochardisé. Ce personnel médical aujourd'hui n'est pas traité à sa juste valeur. C'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez dans les formations hospitalières, le médecin fait vite de vous donner sa carte pour vous dire que, ok, d'accord, j'ai ma clinique. Si tu as besoin que je te fasse un bon suivi, vraiment, que je réponde à toutes tes questions et tout, vraiment passe à ma clinique parce qu'ici, il y a tellement de patients, je ne pourrais pas répondre à votre question et tout. Vous voyez d'abord une personne qui a du mal. Ça, c'est au niveau des grandes villes. Hein. Oui, oui, ça c'est au niveau de... Dans l'arrière-pays, entre guillemets, comme j'ai très bien dit, de ce côté, il n'y a pas de clinique forcément. Il n'y a pas de clinique forcément, encore que là-bas, c'est bien plus catastrophique. Ça, il faut tout de même le relever parce que le plateau technique laisse à désirer. Vous avez des endroits où vous trouvez un médecin. Un seul médecin dans un hôpital. Et ce médecin soigne tout. C'est lui qui vous fait accoucher. C'est lui qui gère les urgences. C'est lui qui gère ceux qui arrivent pour faire ci. C'est lui qui gère la pédiatrie. Tellement de départements. Pourtant, il y a bel et bien ce qu'on appelle des spécialistes. Lorsqu'un enfant arrive à l'hôpital, il faut bien que ce soit un pédiatre qui reçoive cet enfant. Que les généralistes cessent de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que ce n'est pas comme ça que les hôpitaux devraient être structurés. Il y a des spécialistes qui sont bloqués et les généralistes interviennent. Il y a des secteurs où les généralistes... Oui, mais je dis... Les PMI. Ils s'en sortent bien. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas de spécialistes. On a besoin de rencontrer quelquefois un spécialiste. Mais il y a des hôpitaux qui n'en disposent pas. Vous avez un médecin généraliste qui reçoit tous les patients de toutes les pathologies. On ne remet pas en question leurs compétences, mais sauf qu'on dit, c'est pas pour rien que ces départements existent. Maintenant, c'est des personnes qui devraient être bien rémunérées. C'est des personnes qui devraient être des modèles. C'est des personnes qui devraient inspirer de par leur niveau de vie, de par leurs compétences et tout ce qui va avec. C'est une volonté justement du régime en place, du gouvernement, si vous voulez, de l'État, puisqu'il y en a qui trouveront que les mots n'ont pas la même signification. C'est une volonté justement de torpiller la santé des Camerounais en rendant ce personnel, du moins en les amenant à vivre dans une telle précarité. Exactement, je crois qu'il y a une réelle volonté à les faire vivre dans ce genre de situation. Parce qu'il faut le dire, si ce gouvernement, s'il y avait des mesures strictes et fermes qui imposaient à tous ces membres du gouvernement de se soigner dans les formations hospitalières du pays, Michel Ngachou, on ne devrait pas vivre ce qu'on vit aujourd'hui. On le vit tout simplement parce que c'est nous qui le vivons. C'est-à-dire que c'est une catégorie de personnes, mais eux, ils sont exclus de ces formations hospitalières. Parce que pour une grippe, pour un palu, ils prendront un vol, qu'ils iront en France, qu'ils iront en Suisse ou encore quel autre pays pour pouvoir se faire soigner. Parce qu'ils savent eux-mêmes, consciemment, l'état dans lequel se trouvent les hôpitaux aujourd'hui au Cameroun, le niveau même, justement, de ces médecins. Parce que, par défaut de ceux qu'on devrait avoir qui sont compétents, on est obligé peut-être de prendre une infirmière qui se retrouve en train de rejouer le rôle des médecins. Très bien. Alors, Karine Santé, on parle bien sûr ce matin de la précarité du personnel de santé dans les formations sanitaires au Cameroun. Et quand on parle de personnel de santé, c'est dans la globalité. Il y a des infirmiers, et des chirurgiens, et des sages-femmes, etc. Dans la globalité, le Cameroun est malade de ses médecins. Comment soigner les médecins qui sont eux-mêmes malades au vu de ce que le gouvernement fait pour ces derniers? En tout cas, on sait qu'il y a 4453 personnels de santé qui vivent dans des situations précaires. Et certains d'entre eux font partie des effectifs inadéquats en fonction des catégories de formation sanitaire. Il y a des formations sanitaires qui sont publiques en fonction de la zone dans laquelle ces formations se trouvent, les zones d'agglomération, les zones de campagne et autres. Parfois, vous voyez qu'il y a plus de personnel de santé ici et pas là en fonction du nombre d'habitants. C'est ça que Chalamel parlait d'une infirmière pour, je ne sais pas, 400 7,8 voilà. Infirmières et 1,1 médecin pour 10 000 habitants. Il y a quand même une loi qui devrait régir le partage des quotes-parts, la redistribution des quotes-parts dans les formations sanitaires, notamment le décret numéro 2016/6447 du Premier ministre du 13 décembre 2016 fixant les modalités d'attribution des quotes-parts sur l'ensemble des prestations à titre onéreux aux personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les formations sanitaires publiques. Et l'article 2 notamment dispose que les prestations
mentionné lors des consultations, par exemple, ou les visites d'un praticien venant de l'extérieur de la formation sanitaire sur appel du malade ou de ses ayants droit. Il s'agit notamment des analyses et les examens de laboratoire, les actes médico-chirurgicaux, les actes médico-sanitaires, les soins radiologiques, les restaurations et hôtellerie et des services post-mortem. Ça veut dire que tout cela devrait être à la fin. À la fin, vous devez remettre une partie de cet argent à la régie de l'hôpital qui se charge d'organiser la redistribution des quotes-parts. Voilà comment est-ce que ça, c'est justement l'organisation étatique de cette donnée-là. Maintenant, il y a l'applicabilité pour permettre à ce personnel de santé de vivre dans l'aisance et de sortir de la précarité. Le problème, c'est qui? Ou c'est quoi? Le problème, c'est l'organisation du système de santé au Cameroun. Ouais. On le vit un peu mal, mais notre système de santé n'est pas organisé. On a l'impression que, puisque les hôpitaux sont tenus de renvoyer de l'argent à l'État, ça réduit la capacité ou encore la responsabilité de l'hôpital envers ses employés ou encore envers son personnel soignant. Parce que l'hôpital commence à obéir plus à la hiérarchie qu'au personnel qui est censé protéger la vie. Vous voyez un peu? Ça fait que, par exemple, une infirmière qui est dans un centre hospitalier, qui doit recevoir un malade, elle est plus à même à parler de l'argent au malade qu'à parler de ce dont le malade souffre, afin d'accompagner le malade dans sa guérison. Ça complique un peu la situation parce que il y a plusieurs problèmes qu'on peut reprocher dans nos formations sanitaires. Il y a déjà la prise en charge des patients qui est un problème, les arriérés de salaire et des quotes-parts qui sont un gros problème, mais aussi le recrutement dans les instances inappropriées. Il y a des infirmières dans les occupations, les centres hospitaliers publics qu'on recrute partout. C'est-à-dire qu'un directeur d'hôpital a sa clinique où il a formé une infirmière. À un moment donné, il retire l'infirmière dans la clinique, il l'envoie dans l'hôpital public, il retire celle de l'hôpital public, il l'envoie dans sa clinique et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a comme un gros désordre dans cette organisation qui pousse même parfois le personnel lui-même à ne plus savoir où il se trouve. C'est pour ça que vous voyez, les syndicats ont du mal aujourd'hui à pouvoir protéger vraiment leurs membres. Et c'est une question de précarité qui fait parler quand même plus d'un aujourd'hui. Ognobé parlait, souvenez-vous, Benjamin Ndjouaka, de lutte unie sur tous les fronts. Alors, 39 ans sous le régime, sous le magistère de Paul Biya, si vous voulez, la gestion chaotique des phénomènes, si vous voulez, des problèmes liés à la santé des Camerounais, l'incapacité parfois pour le ministère de la Santé de résoudre les problèmes fondamentaux à la fois des Camerounais mais surtout de son personnel aujourd'hui, j'aime à le dire ou encore j'aime à demander, est-ce que même les médecins, le personnel sanitaire dans sa globalité, sages-femmes, chirurgiens, etc., est-ce qu'ils ne sont pas choqués justement par le mauvais traitement de Paul Biya? Très choqués. Et je vais dire le renouveau aujourd'hui? Parce que quoi qu'on dise, nous regardons le chef de l'État, nous croyons que c'est lui le problème parce qu'en réalité, il a toutes les cartes entre les mains, mais il n'y a pas de solution jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais je discutais encore avec un ami hier qui, lui, se plaignait du fait que nous ne faisons que parler des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas dans ce pays. Et moi, je lui ai posé la question, si tu connais quelque chose qui marche, dis-nous. Fais-moi part de ça et puis je te promets qu'on en parlera. Vous voyez, dans tous les domaines, vous me dites ce qui marche au Cameroun? Rien du tout. Je lui ai mis au défi, dis-moi quelque chose qui marche. On parle de qu'est-ce qui entraîne la corruption? C'est aussi ce genre de choses. Quand quelqu'un travaille, c'est sacrifié. Il n'a pas de salaire, il n'a pas de profil de carrière, il n'y a rien du tout. Vous parlez des problèmes. On a parlé du manque d'effectifs. Mais quand on vous parle de près de 4400, mais pas de 4453 personnels en situation de précarité, ça veut dire que c'est le personnel occasionnel, c'est le personnel contractuel, temporaire, oui, ou encore le personnel, comment on va appeler, saisonnier. Voilà. Occasionnel, temporaire, saisonnier. Oui, voilà. Ils sont là. Quand on demande au ministre de la Santé, le docteur Manaoula Malachi, il vous dit carrément, vous n'avez pas le chef de l'État. Ouais. Il vous dit carrément que non, l'État n'a pas les moyens de les prendre en charge, de les insérer dans la fonction publique. Et pourquoi l'État donc les confisque dans ces hôpitaux que de les libérer? Allez-y donc poser la question. Quand c'est le ministre de tutelle qui vous dit que l'État ne peut pas les prendre, ça va, débrouillez-vous.
Et on voit ce qu'on voit dans nos hôpitaux. Isabelle Carole parlait tout à l'heure des hôpitaux où vous arrivez, où le médecin, au lieu de vous soigner, vous pose plutôt sa carte de visite. Parce que là... Il veut vous désorienter. Voilà. Donc, ça pose un problème. Et ce tableau-là, même c'est... Vous réorientez. Tu parlais de l'arrière. Et je crois que c'est un tableau peint plutôt même dans les grandes agglomérations. Je crois que c'est le littoral, le centre et l'ouest dans une moindre mesure. Ouais. Ne parlons pas de l'arrière pays parce que là, même des formats, il n'y en a même pas. Voilà. C'est très grave. Donc tout le tableau qu'on peint là, c'est même dans les grandes agglomérations. Donc vous voyez, donc, vous parlez des sages-femmes. Franchement, parlons de la retraite. Vous allez, votre femme va accoucher. Vous voyez une maman qui est là. Depuis 50 ans, elle est là. Sage-femme. Sage-femme. Elle est là. Une vieille maman, une grand-mère. 35 000 de salaire. 35 000 de salaire. On n'a pas bougé. Soyons sérieux. C'est pour cela que quand vous venez, une femme vient vous accoucher, on torture. Il faut donner ceci par là. Elle vous accoucher avec les nerfs, la tension. Ça fait peur quand même, parce que quand on regarde les maternités aujourd'hui, et vous dites qu'il y a quand même des dames qui ont 35 000 francs de salaire en tant que sage-femme pendant 50 ans. C'est pourquoi quand vous arrivez dans les maternités, il faut d'abord monnayer. Il faut monnayer. La sage-femme qui est là. Sinon, votre soeur ou votre femme que vous êtes venu accompagner sera dans de sales draps. Mais on vous donc, laisse dès que vous arrivez, vous donnez 10, 15, 20 000, 30 000, ça dépend. Là, maintenant, on commence à être à l'écoute. À défaut de ça... Justement, ce matin, elle se rend très heureuse en disant qu'au moins, elle a compris la chose. Nous, on les attend ici. C'est ça le danger. Non. Poursuivez pour Benjamin. Non, j'étais en train de dire, vous savez, ces sages-femmes-là, qui ne gagnent rien du tout, et qui récupèrent un tout petit peu sur les pauvres patients qui arrivent. Sur les bords. Voilà, sur les bords. Elle parlait de... Quand vous venez, la femme, on vous menace. Quand le mari, lui, le père de l'enfant arrive, c'est la même chose. On vous arnaque. Absolument. OK. On fait payer des médicaments. On n'en plus finir. Le même médicament 10 fois. On a peur pour ces jeunes-là qui, justement, comment ils vont faire? Quand les vieux qui sont là, on voit la situation des vieux qui sont là, qui gagnent 35 000 francs le mois. Très bien. C'est scandaleux. Petite virgule, Karine Santia, rapide. Oui, vous savez qu'avec la situation sanitaire qui s'est présentée à nous en 2020, le personnel soignant a été le plus touché et le plus abandonné au Cameroun. La plupart d'entre eux ont travaillé parfois avec un gant, peut-être pendant 2 jours, c'était obligé de retirer et laver. Vous savez que les gants en latex, là, généralement, il faut les changer à chaque fois que vous avez travaillé avec. Et la plupart d'entre elles, les masques chirurgicaux qu'on distribuait, c'était vraiment en compte-gouttes. C'était pas évident. Certaines se retrouvaient à laver souvent le masque chirurgical au moins 3 fois par semaine et le réutiliser. Donc, c'était pas vraiment évident. C'est une partie qui a été abandonnée carrément. Et vous voyez que le personnel soignant a beaucoup perdu la vie pendant la période forte de la pandémie. Très bien. Alors, cher Lamine Bachou, les greffes, c'est peut-être pas une solution. Interpeller le Parlement aujourd'hui. Les grèves, on ne sait pas parce qu'il y a plusieurs grèves aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est véritablement? Le Parlement peut-il faire quelque chose? Quel est, je veux dire, le levier sur lequel ce personnel sanitaire peut s'appuyer afin de se faire comprendre aujourd'hui de votre point de vue? La corruption. Vous validez la corruption? Oui, la corruption. Vous validez la corruption? Je dis oui, monsieur. Ouais, mais comment ça? Nous sommes obligés de nous retrouver à ce stade où... Vous savez ce que ça fait à une sage-femme? Non, vous voulez dire que c'est la corruption qui est la conséquence? Monsieur Michel Gachou. La précarité entraîne la corruption. J'ai discuté avec un laborantin qui m'a fait comprendre que parfois il n'y a pas de réactif. Des gens viennent faire des examens, ils se plaignent. On dit, monsieur, donnez des résultats. Parfois vous arrivez, on vous dit 1 semaine, ce n'est pas sorti, 2 semaines, ce n'est pas sorti, 3 semaines, ce n'est pas sorti. Parfois, vous arrivez, on vous dit que le scanner est en panne, ça s'allume, ça fait tout. Mais les résultats, là, il y a un point, la lentille est sale. On dit, monsieur, faites votre travail. Ça peut paraître choquant, ça peut paraître banal, mais c'est ce qui se passe dans les formations. Vous pensez que celui qui arrive, vous arrivez à l'hôpital, on vous fait l'échographie, on te prend, ça n'a pas donné, hein. On tourne dessus comme ça, on tourne dessus, on te positionne, que madame, allez attendre. On sort une ancienne échographie, on part retirer, on enlève certains paramètres, on retire, on met le nom,
on réimprime, on vient vous donner, monsieur Michel Ngadjou. Incroyable quand même. Incroyable quand même, Charlamel. On parle de la science quand même. Hein. Monsieur Michel Ngadjou, sauf s'il y a des faussaires dans ces formations sanitaires. Michel Ngadjou, rappelez-vous lors de la période des tripatouillages des cadavres dans les morgues à l'époque du pharaon, de celui qu'on appelait pharaon. Vous savez que les équipes de renseignement et tout ce qu'on avait mis sur le terrain, on avait attrapé plusieurs personnes jusqu'au service de radio qui allaient... Vous avez un problème, vous giflez un peu Carole Kou, elle a son réseau. Dans certaines grandes formations, elle a son réseau. Où on arrive, on lui ressort, on montre la mâchoire d'un accidenté. Donc elle arrive devant le procureur, on dit, ouh, le procureur, regardez que madame, dans la gifle là, on dit que monsieur, vous avez fait comment? C'était un coup de poing. Ça se fabrique. Donc vous avez des gens qui vivent comme ça, il faut le dire, et le dire avec la plus grosse. Vous arrivez dans une formation, vous voyez la pauvre femme, l'infirmière qui doit administrer des soins, elle n'a pas mangé, ses enfants n'ont pas mangé depuis 2 jours. Elle arrive, vous entrez d'abord la façon qu'elle vous regarde, vous comprenez que si elle va vous injecter, la profondeur de cette injection, vous lui dites que maman, pardon, ce n'est pas moi qui a tué Jésus. Voilà, c'est ça. Faites d'abord un pain, tu manges avant de revenir. Elle va acheter, non, je vous dis, elle va acheter un pain. Elle vient s'asseoir et dit que vraiment, mon frère, le médecin là même qui t'a prescrit ça pourquoi? Le mal que tu as là, j'ai souvent eu à voir, ça là n'est pas bon pour toi. Je te conseille ça. Ça se joue en salle, monsieur Michel Ngadjou. Je vous conseille ça. Non, quand on a demandé de faire ça, le médecin là me dit vraiment, laisse ça. Nous, on a la coutume, oublie telle chose, applique. Parfois, le protocole se change en salle de soins, monsieur Michel Ngadjou, pour des injections. On en parle, Charlamel. On en parle justement dans la deuxième partie, madame, monsieur. Vous avez chuté justement le temps pour nous d'honorer nos partenaires, puisque c'est très important sur les antennes d'Equinox Télévision. Et nous vous saluons. Pour vous qui nous retrouvent à l'instant, restez sur 10-12, le Zénith. Bon retour à vous, mesdames et messieurs, sur notre antenne. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12, le Zénith, avec à l'instant, bien évidemment, la grande famille, Charlamel Mbathiou, Isabelle Carozopet, Belmondo, Djouaka, Karine Santia, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, vous serez servis. On le sait, hier encore, il y a eu des nominations au sein des universités du Cameroun. Eh bien, ça fait débat. Finalement, des noms sont sortis, des doyens aujourd'hui qui sont récompensés, on va dire, des professeurs d'université qui sont récompensés aujourd'hui comme des doyens. Eh bien, beaucoup de Camerounais ont compris hier que à ce que Albin Zongon a appelé sur ce plateau, on va dire sur le plateau de La Vérité en face il y a 2 semaines, la négacamptologie, beaucoup pensent qu'enfin ça a payé. Désormais, pour être bien sûr élu dans une université, du moins être nommé au Cameroun, vous devez simplement faire la promotion négative du professeur Maurice Kamto. Et bien là, vous serez justement choyé, aimé, adoré, adulé par le régime en place qui pourra probablement vous placer quelque part. Et bien les noms sont sortis hier. Beaucoup de Camerounais sur les réseaux sociaux ont compris en réalité que il y a ce monsieur X qui pendant toutes les années avant 2018, pendant les élections et même après 2018, était véritablement investi dans ce jeu-là. Aujourd'hui, il est récompensé. Et au-delà de cette question, justement, on le dit, il y a 2 jours pratiquement, le Social Democratic Front fêtait ses 31 ans d'existence. Malheureusement, il n'y a pas eu d'émulation autour. On n'a presque pas parlé de cet événement. Pourtant, ça fait 61 ans que ce parti de l'opposition existe au Cameroun. Pourquoi pas de sortie? Pourquoi pas de réaction? Pourquoi pas de commentaires? Ou est-ce qu'on a le sentiment finalement que le Social Democratic Front est dans un statu quo aujourd'hui? Et au-delà de cette question, posons-nous la réelle question sur l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Il faut le dire en gros, il y a une modification signée par Paul Biya qui donnerait justement l'occasion au Cameroun de faire autant de prêts. Autant de prêts. Enfin, le plafond a été mentionné dans cette ordonnance-là, mais finalement on se demande qui doit rembourser tous ces prêts que l'État du Cameroun aujourd'hui, que le chef de l'État lui-même a signé hier, qui doit rembourser cet argent. Merci à vous de nous retrouver. Allez, cher Lamel, vous voulez justement chuter tout à l'heure sur la question de cette précarité du personnel dans les formations sanitaires au Cameroun, et vous nous faisiez savoir justement que le mal est profond. Le mal est excessivement profond. Quand on parle de précarité, on ne parle pas de pauvreté.
Il faut faire la différence. Hein. La précarité, M. Michel Ngachou, elle peut être comparable aux images qu'on présentait des Éthiopiens en 1914. Voilà la précarité. Voilà comment est-ce qu'on peut la voir, cette précarité, M. Michel. Vous avez des gens qui travaillent dans les formations sanitaires qui sont pratiquement à 3, 4, 5 mois sans salaire. Ils vivent comment? Ils vivent comment? Ils vivent comment? La corruption. Grand, il n'y a rien pour moi. Ton malade que je vois là est grand. Comme tu es arrivé là, si tu ne fais pas quelque chose, hein, est-ce que vous vous rendez compte que même à la morgue, on m'en est? Bien sûr. Il y a la corruption à la morgue. Bien sûr, oui. bien sûr. Quand vous venez déposer le corps à la morgue, très on grave. prend donc 30 000 gars, pardon, On met rapidement, on retient. Mais ça, c'est une bonne place. Ne peut pas. Mais ça, c'est une bonne place. Il va encore revenir mercredi, je vais te garder. Vous pouvez vous imaginer le degré de corruption qu'il y a dans ce pays? Vous pensez qu'on va tuer ça comment? Il faut revaloriser. Au lieu de revaloriser, M. Michel Ngachou, c'est dans les caisses. Vous vous imaginez voir le secteur de la santé où les gens souffrent. On vous dit que dans une ville comme Yaoundé, il y a près de 1000 maisons conçues à plus d'1 milliard 200 millions de francs CFA. Des maisons de fonctionnaires. Quand vous parlez de Covid-Gate, quand vous parlez des gens, on a mis 180 milliards. Mais allez fouiller, c'est des comptes bancaires connus. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand les gens se retrouvent à dire qu'il faut qu'on remplace par le fils, il faut qu'on remplace, le plus important, c'est pas parce qu'ils aiment trop le fils, c'est pour rester dans la même continuation ou alors bien préserver ses acquis, c'est grave. Au Kenya, M. Michel Ngachou, un médecin touche 1 796 978 francs au Kenya. Une infirmière est dans les 300 000. Le laboratoire 250 000 francs CFA, le dernier de la chaîne 100 000 francs Vous les avez laissés aux gens. J'ai dit au Kenya. Et au Cameroun. Non, là, il a donné les chiffres pour le Cameroun. En Côte d'Ivoire, M. Michel Ngachou, le médecin a 577 404 francs sortis de l'école. Ici, chez nous, on a 120 000 francs. Voilà. Au Nigeria, il a 475 000 francs CFA. En Afrique du Sud, 1 929 485 francs CFA. Alors, on peut bien comprendre pourquoi ceux qui sont formés comme médecins au Cameroun choisissent de partir. D'aller ailleurs. D'aller exercer ailleurs. En réalité. Voilà. Alors, M. Michel Ngachou, imaginez-vous une infirmière, elle a 300 000. Quelle sera la joie? Quelle ne sera pas la joie qu'elle a? Vous savez combien font les hôpitaux de référence? Les hôpitaux de référence sont dans les 300 millions, 450 millions de chiffres le mois. C'est devenu du business en réalité. C'est-à-dire qu'avec la politique des soins, on cherche de l'argent. Les gens se font consulter, les secteurs, les hôpitaux rapportent, M. Michel Ngachou, c'est des sous-directions du ministère de la Santé. Ça rapporte beaucoup d'argent et on ne juge qu'aux chiffres. On ne juge votre valeur qu'aux chiffres. Ça suppose que l'humanité, la charité a disparu de l'hôpital. Vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Parfois, vous arrivez à l'hôpital. Vous voyez une infirmière, vous dites que ce que j'ai, il n'y a pas ça là-bas. Va à la pharmacie, tu ne vas pas trouver. Va même payer, tu ne vas pas trouver. Voilà les médicaments ici. Tu payes ici, je te sers. Donc je crois qu'il faudrait qu'on réhumanise, qu'il y ait un système d'humanisation, M. Michel Ngachou, de nos formations sanitaires. Que le ministre qui a pris des engagements, on va voir, on est fatigué. On va attendre, allez attendre, on va réfléchir, on est fatigué. Il y a quand même un projet de santé universelle au Cameroun, hein, vous savez. Vous y croyez? Quels sont les auteurs? Quelles sont les entreprises qui ont gagné? En même temps, non, quelles sont les entreprises qui ont gagné ce marché? Non, je vais vous le dire, M. Michel Ngachou, mais c'est les mêmes Camerounais qui sont cachés derrière. C'est les mêmes Camerounais qui sont cachés derrière. On vous a donné le nom de structure, on vous a présenté les responsables. Pas du tout. Croyez en Camerounais. D'ailleurs, si on vous explique ce pays, vous le comprenez. Vous croyez qu'un audit sera intéressant derrière ce projet justement de santé universelle aujourd'hui pour savoir exactement qui sont ceux qui ont gagné ces marchés, qui sont ceux qui se font passer pour les Coréens? Eh bien, c'est grave quand vous avez eu les Marocains pour Kamwata, vous avez eu les Marocains. On a compris. Après, vous vous êtes rendu compte que derrière les deux Marocains, là, c'était des beaux Camerounais et des barons du régime. Oui, je vous donne ces noms. Mais le chef de l'État, lorsqu'il a découvert, c'est là où il a de qui se moque-t-on finalement dans ce pays? Allez à l'Est Cameroun, tous les Chinois, tout ce que vous voyez qui sont derrière ces personnes. De l'enfumage. Allez, dans un instant, prenons les messages des téléspectateurs Isabelle Carroz-Zoupette sur cette question ou sur les sujets qui ont été évoqués depuis ce matin sur notre antenne. À vous, Isabelle. Alors, réaction SMS.
Le sujet est très pertinent car bon nombre de femmes ne donnent pas de valeur à leur mari. Si une femme entre dans une réunion sans toutefois informer son époux, elle est suspecte même si c'est un membre de la famille qui donne quelque chose à la maison. Elle ne doit pas garder ou utiliser sans mettre son mari au courant parce que ça peut être un ennemi juré de son mari. Donc c'est l'homme qui est au contrôle de tout sur sa femme. Abdou Baki Senghor depuis Dakar à Douala qui nous envoie ce message. Bonjour, moi je suis ma belle. Moi j'ai subi une opération à la Cité del Palmier. Avec l'opération, je me suis retrouvée avec 2 cartons de produits qui sont restés et qu'ils ont refusé de reprendre. L'hôpital tue plus qu'il ne guérit. Aujourd'hui. C'est très grave ça. Ça fait 2 peur. cartons de médicaments pas utilisés. Ça fait justement peur hein, en même temps. 2 cartons. Oui. Voilà. 2 cartons de médicaments qu'on a prescrits et qu'il n'a pas utilisé, donc ça ne servait à rien. Et l'hôpital a refusé de reprendre. Bonjour, le panel, c'est vraiment dommage pour ces personnels de santé et fonctionnaires souffrants pendant que les conseillers régionaux perçoivent 400 000 francs de salaire pour rien du tout. Marie-Louise qui nous envoie cette réaction. On a un autre message. Le personnel de santé dans nos hôpitaux est abandonné. Même dans notre pays, nous demandons au ministre de la Santé de voir les problèmes du personnel de santé. Ils ne savent que détourner des fonds, ces personnes qui constituent les pouvoirs publics. Bonjour le panel, si tout le gouvernement de Yaoundé ne se retire pas, rien ne changera au Cameroun, même pendant 2 siècles. Vous perdez votre temps. Ma tante a connu ce genre de problème. Elle gagnait 32 000 chaque mois pendant 30 ans. À l'hôpital, c'est la foutaise. Barthélemy depuis PK8. Je connais une, oui. Et quand elles vont en retraite, elles ont quoi? Elles n'ont même pas de maison, des maisons en terre battue, des maisons en carabote. Vous faites le tour à Yaoundé, tout aux alentours de Meyomé, vous allez à Tétark, vous allez à Rivière, Colbisson. Elles sont toutes regroupées la maison en carabote. Elles préparent encore sur du charbon, d'autres préparent avec le réchaud à pétrole. Elles sont là, je dis, ces mamans-là sont encore là. Donc ils ont transformé la chambre d'un des enfants qui est parti en salle d'accouchement. Effectivement. Oh là là, ça fait... C'est incroyable. Et elles s'accouchent bien. Bien sûr. Oui, il y a des au quartier, quand ça dépend à 3 heures, on appelle va chez maman Sarah. Vous allez dans des quartiers comme Vormbi à Yaoundé, oui. Vormbi et Kounou. Ben écoutez, il y a des petits centres là-bas. C'est bien sûr ces mamans-là en retraite qui viennent les tenir pour beaucoup d'entre elles. Et il n'y a pas que dans ces quartiers, hein, dans pratiquement tous les quartiers du Cameroun aussi. Pour ceux qui sont dans les grandes villes. Nous poursuivons Isabelle Carole. Autre réaction SMS. Le Covid n'a pas trouvé sa place au Cameroun, sinon ils allaient déjà finir avec nous tous. Moi, j'attends rien de l'État camerounais parce que tous sont responsables de ce qui se passe dans ce pays. Autre message. Bonjour le Zénith, je pense que cette femme a déjà beaucoup fait en informant son époux qu'elle a bouffé sa tontine et elle lui a même dit le montant. En ce qui me concerne, c'est mon argent et ce n'est pas obligé de le montrer à mon mari. Vous êtes d'accord avec ça? Trésor depuis la ville de Melon. Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin? Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je peux pas être d'accord avec ça. Je pense qu'on le disait tout à l'heure, c'est le mari qui est au sommet du tout là. Donc, on ne peut pas venir dire à son mari que je suis dans une réunion, je vais bouffer, ça va donner 500 000 francs. Et après, quand tu bouffes les 500 000 francs, on ne sait pas où c'est passé. Quand on te pose la question, tu dis c'est ton argent. Parce que c'est toi qui cotisais. Mais j'imagine vous, madame, votre mari est dans une cotisation, effectivement. Il y a un projet, forcément, je vais dire, je sais pas, de maison, oui, de toiture à finaliser. Et il ne vous dit pas qu'il est dans une cotisation. Quand il a l'argent, vous faites comment à la maison? Vous ne demanderez pas de l'argent est sorti? Il ne vous a pas dit. Voilà. Oui, mais il vous dit, j'ai fait une réunion. Et vous demandez quand même, tu as fait une réunion, tu ne m'as pas dit, vous ne direz pas, vous ne vous poserez pas ces questions. C'est pour ça que je dis, Michel, tout dépend de la structure de chaque couple. Il y a des couples, même quand madame va pour acheter le savon, il dit chérie, comme tu vois, tu m'en vas à la boutique pour faire telle chose. Il y a des couples où la communication n'est pas assez poussée. Donc la dame estime, si son mari n'en parle pas, il ne dit rien, il ne participe pas, il n'est pas à l'écoute, ne s'immisce pas dans ce qu'elle fait, alors pour elle, elle branle tout simplement quand elle s'arrête là. Essayez de dire à votre femme à la maison que vous faites une cotisation qui va donner 5 millions par exemple. Dites-lui que je vais bouffer ça en décembre. Décembre passe au soir du 31 décembre, vous lui avez rien dit. Attendez ce qui va se passer à partir du 1er janvier.
Tu ne m'as rien dit. Voilà. Donc, parce qu'elle a déjà fait des projets sur votre argent. Elle a déjà des projections. On parle de Non, votre mais parce épouse. que quand vous faites des Je veux cotisations, dire c'est ceci. pour un but. Mais on parle de votre épouse aussi. Attendez, je suis en train de... Attendez. C'est pas pour Ah non, vous voyez que... Là, maintenant, c'est... Écoutons-nous, écoutons-nous. Non, écoutons-nous. Écoutons-nous. C'est la même chose. Quand vous dialoguez, quand c'est un couple qui dialogue, qui communique, le projet, c'est pour la famille. Ça veut dire que si la femme fait une tontine, c'est pour l'intérêt de la famille. Pareil pour l'homme. Donc, quand un monsieur vient dire à son épouse, attention, je fais une tontine avec Charles Ahmed qui donne 2 millions. Il y a une autre que je fais avec Michel Gatou qui donne 3 millions. La femme, elle note. Elle note. Elle calcule. Si au bout de cette tontine-là, Charles Ahmed ou bien l'homme ne vient pas dire à son épouse que voilà la tontine que je faisais, ça a produit ceci, voici ceci. Attention, ça va créer des grabuges. Ça va faire des grabuges. Donc, moi, la femme qui dit c'est parce que c'est mon argent, j'ai cotisé. Ah non, à partir du moment où vous êtes sur le toit de l'homme, c'est plus votre argent. Très bien. C'est d'abord l'argent de l'homme même. Karine, on savait réagir. Je ne suis pas dans ce sillage. Je suis pas dans ce sillage-là parce que je me dis quand même que lorsque vous êtes en couple, que vous partagez un certain nombre de choses, vous n'allez pas dire à votre femme que vous cotisez juste pour le plaisir de le dire. Vous le faites parce que vous avez un objectif. Ce n'est pas pour que après on retire cet argent pour aller encore mettre à la banque. Non. Du tout. On fait une cotisation parce qu'on a un but. Soit on veut acheter un terrain, soit on veut construire une maison, soit on veut épargner pour les études des enfants. Il y a un but. Parfait. C'est pourquoi quand vous le dites, c'est pour réfléchir ensemble sur la procédure à adopter au moment où l'argent sera là. Ça fait que quand vous bouffez là, on ne réfléchit pas qu'on va faire quoi avec l'argent. Là, dans les exemples aujourd'hui, c'est comme si quand la femme a cotisé son argent, elle a savait pas ce qu'elle devait faire avec. Elle a réfléchi que bon, je vais faire ça avec. Non. Mais qu'est-ce qui empêche cette femme de dire à son mari au début, qu'est-ce qui voilà empêche ce le mari que je veux faire avec cet argent? Le problème que j'ai avec cette femme, c'est que elle a déjà donné l'information dès le départ. Il fallait qu'elle finisse. Parce que pour une femme qui ne veut pas te donner l'argent ou qui ne veut même pas te montrer l'argent, je ne te dis même pas. Est-ce que l'on n'a pas été assez Je ne te dis participatif pas, tu en ne laissant la sauras femme pas. aller en permanence à la réunion sans pourtant l'inquiéter? Effectivement, c'est pour cela que j'ai dit que l'homme il a faute dès le départ. Mais s'il n'a pas été participatif, parce que peut-être il ne donne pas de l'argent, comme Isabelle Carotte tout à l'heure préconisait, mais il vous laisse quand même y aller. Mais après, il y a les hommes qui ne s'intéressent pas, hein, que vous lui dites ou que vous ne lui disiez pas, il ne sera pas intéressé. Est-ce que c'est donc raisonnable? Il ne veut pas savoir là où vous avez mis cet argent. Il peut ne pas être intéressé par l'argent même en question, l'argent lui-même, mais il va être intéressé par la nature de la réunion. Alors, Charles Amel voudrait justement faire une petite virgule sur la question pour qu'on puisse mieux évoluer. Monsieur Michel Gacho, vraiment, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Dire que ce qui entre dans la maison doit avoir l'approbation de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on laisse dehors. Quand la femme a perçu son argent, elle rentre à la maison et dit Massanda, voilà le 500 000 que je t'ai dit. J'ai quand même prévu faire ça. J'ai prévu faire ça. Ouais. J'ai prévu faire ça. Avant même qu'on ne commence, j'avais même déjà engagé, il y avait déjà le programme Massanda. À moins que tu aies quelque chose d'autre que tu penses qu'on peut faire là-dessus. L'homme va dire, ok, d'accord, si tu as déjà vu, vas-y, va faire. On voit le sourire de ma voisine. Elle est toujours en train de sourire parce qu'on sait très bien comment les hommes sont. On sait très bien comment les hommes sont. Si l'homme se plaint, on dit parce qu'il avait besoin d'avoir une même mise sur cet argent. Vous transformez. Pourquoi elle a fait encore vendu? Comprenons-nous, nous parlons. Isabelle Carotte, ne transformez pas votre maison en un Texax. Où chaque fenêtre est le lieu. Non, elle l'a fait. Elle a fait un compte rendu. Dites-lui que voilà ça. C'est ce qu'elle a fait. Non, elle n'a pas présenté. Elle lui a dit en lui disant qu'elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire. C'est du mépris, c'est de la condescendance, c'est une insulte et je peux le dire qu'elle devrait être traitée comme telle. Parfois même vous avez l'idée du prêt, hein, c'est-à-dire que vous dites que voici l'argent que j'ai bouffé de la réunion, si tu peux me prêter ça, je voulais faire telle chose avec. Par exemple, parce que dans l'argent de la tontine, il y a l'argent de la ration. Voilà. Il y a l'argent de ma ration dedans. Évidemment. Ah bon? Oui, il y a l'argent de ma ration. Michel, tu vois les comment ça va pour se retrouver dans ma tontine, l'argent de ration? Au contraire, c'est même toi qui me dois. Parce que moi, je conseille. Non. Au contraire, c'est monsieur qui doit la femme parce qu'elle est tout le temps en train de compléter pour pouvoir faire des repas. Vraiment, oui. Elle complète et elle le fait au quotidien. D'accord. Merci beaucoup. Je vais faire le marché pour toi. Tu vas dire que, oh, le quoi, que ma ration ne souffre de. Finalement, la femme veut même quoi?
Elle a besoin d'un mari qui soit là, qui soit posé, calme et attentionné. Merci beaucoup. Merci à tous. L'argent et la femme. On va poursuivre avec d'autres messages très rapidement. Isabelle Carole. D'accord. Concernant la colère de Charles Hamel, ce pays est une curiosité mondiale. La santé, tout comme l'éducation, sont les plus négligés par ce gouvernement. Et c'est fait exprès pour clochardiser le corps de santé ainsi que celui de l'éducation. C'est Basile Douglas qui signe cette réaction. Autre message. Bonjour à vous. Quand le ministère de la Santé même voyage pour aller se faire soigner, ça veut dire que lui-même n'a pas confiance à ses hôpitaux. Vous écoutons. Tous voyagent. Voilà. Il n'y a pas que le ministre de la Santé. Non, mais c'est vous qui êtes à la tête d'un département. Voilà, je suis d'accord. Si lui déjà voyage. Je suis d'accord avec le téléspectateur. Ce qu'il dit, il faut le dire. L'ancien ministre de la Santé avait un problème au doigt dans ce pays. Il est le ministre de la Santé du Cameroun. Il a un problème au doigt. Et il choisit d'aller se faire soigner en Suisse. Voilà. Ça, c'est au Cameroun. Curiosité planétaire. Peut-être qu'il est suisse. Vous savez, incroyable. J'ai discuté avec un médecin. Face à cette colère, il m'a fait comprendre que M. Charles Hamel, une consultation d'un patient, c'est 45 minutes. Une bonne consultation, c'est 45 minutes. Vous entrez, on vous fait même le thé, vous buvez. On commence par comment tu as dormi, comment va ton foyer, tu manges bien. Pourquoi arrive à l'hôpital, M. Michel Ngatu, ils sont pas malades. C'est-à-dire développent des symptômes, c'est peut-être une colère avec la femme parce qu'il a le stress, sa femme ne le maintient, puis il développe certaines pathologies. Il arrive à l'hôpital. 45 minutes de discussion, d'échange, après on se rend compte qu'il n'a rien. Voilà. Mais ici, on vous consulte. On est pressé. On est pressé. C'est 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Tu as mal où? Merci. Tu as mal où? Ça a commencé comme ça. Tu as pris quoi à la maison? Tu as pris quoi à la maison? Allez, on va marquer une pause. On va marquer bien sûr une pause à l'instant sur notre antenne, madame, messieurs, comme vous le savez. Le temps qui nous tient bien évidemment à la gorge pour qu'on puisse mieux évoluer dans cette édition avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne véritablement. Consti Lamine s'installe comme c'est le cas chaque jour avec le concept Salaka. Et cette fois-ci, il vient encore nous parler de 1001 tapis. Consti, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Ngatu, bonjour nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du magasin 1001 tapis. C'est encore un plaisir d'être là ce jeudi matin pour une campagne très spéciale, une campagne très particulière baptisée Opération Buy One Take Two. Pourquoi cette opération? Parce qu'on veut permettre à chaque maison, à chaque restaurant, à chaque chef d'entreprise d'avoir des thermoflash et même des tensiomètres à la maison. C'est des éléments très importants pour notre santé, raison pour laquelle ce jeudi matin, nous allons permettre bien entendu à tous ceux qui nous regardent de profiter de 10 jours de cette opération Buy One Take Two. Ça veut dire quoi? Vous achetez un tensiomètre, on vous donne le second tensiomètre gratuitement. Vous achetez un thermoflash, on vous donne le second thermoflash gratuitement. Vous achetez les couvre-bouteilles, on vous donne le second lot gratuitement. On parle également ce matin bien sûr des portes cure-dents que voici, qui sont également vendus à des prix très bas, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, c'est bien sûr au Cameroun. Nous allons tout de suite démarrer cette vente de ce matin par les couvre-bouteilles. Alors pourquoi faut-il les acheter? On a acheté bien sûr une bouteille de bière, une bouteille de jus. On n'a pas pu terminer cette bouteille de bois. On n'a pas pu terminer cette bouteille de bière que de laisser la bouteille de bière c'est-à-dire rester ouverte. On peut sécuriser cette bouteille avec les couvre-bouteilles qui sont vendus à 1500 pour un lot de 3 couvre-bouteilles. Dès que vous les achetez, on vous donne le second lot gratuitement. Ça veut dire quoi? 3 couvre-bouteilles à 1500 francs. On vous donne encore 3 couvre-bouteilles gratuitement du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Regardez bien sûr cette bouteille. Au-dessus, c'est le couvre-bouteille. Quel que soit, dès que c'est là, ça ne se verse jamais. Voilà donc les couvre-bouteilles en vente au magasin 1001 tapis. Vous avez ce lot à 1500. Vous achetez ce lot, on vous donne le second lot gratuitement. Ça se passe au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des couvre-bouteilles, on parle également des tensiomètres. Il est important de prendre sa tension. Il est important de contrôler sa tension de temps en temps, raison pour laquelle le concept Salaka vous permet d'acheter un tensiomètre de qualité, un tensiomètre d'origine. Vous l'avez à 39 000 francs, un tensiomètre avec 1 an de garantie. Il est de qualité,
il est d'origine, je le recommande à tous nos téléspectateurs, c'est important de prendre sa température, il est important de connaître quelle est ma température, quelle est ma tension. Et aujourd'hui, pour prendre la tension, c'est avec un tensiomètre vendu à 39 000 francs. Dans le cadre de tous les accessoires, vous achetez un tensiomètre à 39 000 francs, on vous donne le second tensiomètre gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two. Un tensiomètre acheté, le second vous est offert gratuitement au magasin Mille Tapis. Le tensiomètre à 39 000 francs avec 1 an de garantie. Ce n'est pas la baba, c'est la pop que nous vendons au magasin Mille Tapis. Et en ce jour, un tensiomètre acheté, le second vous est offert gratuitement. À côté, bien sûr, des temps, on parle également de cet appareil qui permet de prendre la tension, c'est-à-dire de prendre la température, c'est le thermoflash. Vous les avez connus il y a de cela quelques mois, ça coûtait des centaines de mille, mais le magasin Mille Tapis reste toujours dans les prix de promotion, 40 000 francs, un thermoflash de qualité. 40 000 francs, un thermoflash d'origine. Et quand vous achetez un thermoflash, on vous donne le second gratuitement. Retenez tout simplement que c'est l'opération Buy One Take Two. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis qui sont en plein de Douala. Vous avez besoin d'un tensiomètre, d'un thermoflash, des couvre-bouteilles et tout ce qu'il y a au magasin 1001 Tapis. Appelez tout simplement le concept Salaka et passez votre commande. En ce moment, je recommande les tensiomètres à tout un chacun, chers téléspectateurs. Je recommande les thermoflash, les entreprises, c'est-à-dire les particuliers, les restaurants, les maisons. Chacun devrait avoir un thermoflash à la maison. Chacun devrait avoir un tensiomètre à la maison. Ne soyez pas surpris par la tension. Commencez dès à présent à prendre votre tension étant à la maison, étant au bureau et surtout qu'un tensiomètre avec tous les accessoires, avec 1 an de garantie à 39 000 francs. Le second vous est offert gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two. Les thermoflash, que ce soit pour les industries, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les commissariats, les gendarmeries, le thermoflash à 40 000 francs. Un acheté, le second vous est offert gratuitement. Et également les couvre-bouteilles, ceux qui ont les restaurants, ceux qui ont les snacks, ceux qui ont les caves, je vous recommande à devenir à Mille Tapis. Un coup acheté, le second est offert gratuitement. Numéro de téléphone, appelez, passez votre commande à Mille Tapis. Constille Lamine d'être passé encore ce matin avec Mille Tapis et ses nombreux produits. Quelques messages de nos téléspectateurs sur Equinox TV, Karine Santia. Je fais plusieurs réunions. Mon époux est bien au courant et me laisse en faire ce que je veux. Il arrive que cet argent serve pour un projet commun, mais la plupart du temps, c'est personnel. Mais mes premières réunions, mon époux n'était même pas au courant. Je suis quand même une adulte vaccinée. Je ne suis pas une enfant. SBK. Adulte vaccinée, ça veut dire quoi? Elle est assez mature. Elle est mature pour gérer, longtemps vacciné, pour gérer ses épargnes. Selon Charles Armel, l'homme est un dieu et la femme une esclave. Mon Dieu, au XXIe siècle, c'est hallucinant. Ghislaine Simon. C'est très malheureux de prendre les choses au premier degré sur ce temps. C'est très malheureux. Mais pas malheureux. Non, je dis c'est très malheureux. Non, chacun peut avoir son orientation, sa compréhension. De dire que ce qui entre chez un homme nécessite son approbation, ça ne veut pas dire, je dis, il y a des maisons où des voisines viennent avec la nourriture. À peine on entre avec la nourriture, les enfants se mettent à manger. Vous acceptez ça chez vous? Non. C'est pas de demander avoir l'approbation. Ouais. Mais comment est-ce qu'on veut comprendre quelqu'un quand on dit que ce qui doit sortir de la maison, ce qui est dans la maison est la propriété de la famille, ça demande la nécessité d'approbation. Même la machette. On vient parfois, vous êtes dans la maison, vous voyez un voisin dit que pardonnez-moi la machette. L'enfant couille, il va à la cuisine, il prend la machette, il sort, il donne. Sans l'approbation du père. Merci. Mais on parle de quoi? Ouais, ben, il arrivait, mais juste pour compléter, il arrivait même quand même un oncle, qui que ce soit, arrive chez vous et vous donne de l'argent, voilà. Vous ne pouvez pas utiliser cet argent sans le présenter connu. à vos parents. Incroyable. On dépose là. Vous déposez. Quand il arrive, tonton tel est venu, il m'a donné ceci. Parfois le père peut dire, utilise, ou peut donne ça à ta main, ou puis il dit, donne-moi. Donne-moi. Il donne et il le change, il vous donne d'autres biens. Voilà. Il met l'argent à côté. Donc, je suis d'accord quand Charles Armel le dit. Et tout ce qui entre, ça va être avec l'approbation de l'homme. Tout ce qui sort va être avec l'approbation de l'homme. Les messages, Karine.
Un homme qui t'aide à cotiser. Maman, la chanson de ça. Chaque jour, tu bouffes quand. Mieux, je fais ma tontine au calme. Il n'est même pas au courant. Riquiel Gonzès qui écrit ce message. Donc, je connais seulement travailler l'argent et au moment de gérer, je dois venir déposer ça devant le soi-disant mari. Et là, Le soi-disant mari. Non, non. c'est ce qu'elle a dit. Non, Elle a lu le message. Non, je sais pas de Karine qui ça, je vais... Non, le mot de fin. Hein, Le soi-disant non, mari. non, c'est bon. Le mot de fin c'est n'est pas... son mari. Merci. Ah, le soi-disant. Évoluons les messages. Les Dans messages. cette famille, même, c'est l'homme qui inscrit la femme dans les tontines. Voilà, les Il messages. part, il inscrit, c'est lui-même qui cotise. Merci. Et quand ça bouffe, la femme va prendre. On va lui donner. Restons s'il vous plaît, vous qui nous envoyez des messages, restons courtois, restons polis, restons très polis. Il ne faut pas avoir des mots qui sont pas de nature justement à... Quand c'est l'homme qui valider. bouffe sans montrer et se permet de réaliser un projet en cachette, il serait taxé d'égoïste. On dira qu'il n'implique pas sa femme dans la gestion du foyer. Roubadou Jazil. Toutes les décisions qu'une femme mariée peut prendre engagent l'homme, donc il devrait au moins être mis au courant. Louis Mabaya. Le coût du retrait de l'avion du Cameroun, c'est pas dans le sujet. Cette femme n'a pas donné tous les détails. En plus, dans un bon couple, son mari doit être au parfum de tout. Très bien. Yémélé. Merci beaucoup Karine. Eh bien là, madame, messieurs, la toile vibre, la toile bouge, la toile justement est très active. Au moment où nous vous parlons en même temps, on le sait, beaucoup de Camerounais ont relayé hier, on va dire, ce document rendu public par le chef de l'État. Mais surtout, on va aussi dire que beaucoup de Camerounais se demandent finalement qui sont ceux-là qui ont été nommés dans les universités d'État au Cameroun. Comment des personnes ont été nommés comme doyens dans des universités et à peine l'information rendue publique, les étudiants commencent à se poser des questions. Mais quel type de formation aurons-nous ici avec un pareil doyen? Allez savoir de quoi est-ce qu'il est question pour ceux-là qui ont pris beaucoup de temps à vendre très cher la peau du professeur Maurice Kamto tout en le présentant comme étant l'homme à abattre au Cameroun. Et bien finalement, ils ont été récompensés, d'aucuns dans des universités. C'est ça aussi le Cameroun. Qu'est-ce qui fait la une sur les réseaux sociaux, Isabelle Carozopet? La une sur les réseaux sociaux, c'est bien évidemment le marché Koulouloun dans la ville de Douala. Ça, il faut le dire. On a failli frôler le pire hier de ce côté-là. On avait l'impression d'être en train de regarder un film sur Hollywood. Que non, c'était bel et bien une triste réalité. Ça, il faut le dire ainsi. Voir des commerçants sortis de leurs gants, s'insurger véritablement, faire le bras de fer avec des forces de maintien de l'ordre de ce côté-là. Un bras de fer qui a duré plusieurs heures et justement à l'origine de ces affrontements, ces commerçants qui s'opposent au fait que ces derniers les déguerpissent à ces endroits où depuis des années, disent-ils, ont toujours vendu de ce côté. La mairie qui exige que désormais ces espaces sur la voie publique coûteront 100 000 francs CFA, dont il faut s'acquitter de cette somme pour pouvoir bien évidemment entrer en possession d'un espace sur lequel vous pourrez exercer une activité, toute chose justement qui n'a pas du tout arrangé ces commerçants qui n'ont pas hésité à manifester leur courroux, chacun à sa façon avec des armes blanches, des projectiles qui lançaient. Et bien de l'autre côté, la riposte, les hommes en tenue étaient bel ou bien obligés d'utiliser des gaz lacrymogènes et autres moyens bien évidemment répressifs pour venir donc à bout de ces échauffourées. Rappelons encore que très tôt ce matin, on parle encore d'une ambiance qui serait encore tendue de ce côté-là, comme quoi le climat d'apaisement n'est pas encore ressenti comme il se doit du côté du marché. Alors, il faut bien se dire qu'à l'origine, vous l'avez déjà rappelé, Isabelle Carozopet, il y a un réel problème de vente de places au marché Nkoulouloun à Douala. Précisément, il faut qu'on se comprenne. Pas seulement là-bas aussi même. Hein. Oui, non, puisqu'on parle de Nkoulouloun ce matin. Oui. Il faut déjà dire que la mairie de Douala 2e, c'est exactement ce qui se passe là-bas comme problème. La maire Denise Fampo a choisi pour elle de rentrer dans ce qu'on appelle l'hygiène et la salubrité, déguerpir ces derniers justement qui occupent à la fois la chaussée, le trottoir, etc. Eh bien, ignorant quand même qu'il y a des personnes qui ont payé ces places à hauteur de 100 000 francs au départ, puisque pour elle, l'objectif était de dire, vous payez 100 000 francs, sachant que ce sera impossible pour eux, eh bien, ils se sont dit, nous on va le faire. Et ils ont payé les 100 000. Après avoir payé les 100 000, on vient les déguerpir et de la manière la plus violente aujourd'hui. On a envie de comprendre, cher Lamine Bachou. Allez, on vous dit, payez
d'aucuns passent quand même payer et le lendemain vous dire déguerpissez. C'est quoi ce régime? Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on en arrive là? Eh bien, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être la goutte d'eau qui déborde le vase et le pays s'embrase tout entièrement. C'est ce qu'on crée quand même. Le dit tout de suite, c'est demander à Yaoundé d'appeler les maires de dire ce soir, laissez-les faire, c'est ça. C'est ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est là on va dire, non, la politique du chef de l'État, la neutralité, la paix, laissez-les faire. Et voilà dans quel Capharnaüm on vit dans Douala. Vous avez vu l'axe équipement, l'axe de la douche, comment on vend à ce niveau, l'occupation de la route. On n'a plus vu les gars là où les Chinois se retrouvent, on n'a pas vu les gars de la communauté urbaine aller les chasser. Parce qu'il y a l'expression, il faut sur soi, mais ces gars, les pauvres mamans qui vendent dans les quartiers, on vient piétiner, bousculer, alors que là, vous faites le travail. Non, monsieur Michel, tout ça c'est zéro. La ville de Douala a besoin de marchés. La ville de Douala a besoin de nouveaux marchés centraux. Il faut construire de nouveaux marchés. Par arrondissement, la population a explosé. Tout ce qu'on fait. Moi, je vous dis, pour moi, ça va. Demain, vous allez faire semblant de calmer, ça va revenir. Demain, ça va calmer, ça va revenir. Vous avez vu là, on vend à la Cité des Palmiers. On vend au niveau de la station. Hein. Effectivement. Au niveau de la station, la Cité des Palmiers. Le marché est sorti, on va au niveau de la station des Palmiers. Le marché de la station. Le marché est sorti, on a dû aller le retrouver. L'axe qui va à la Cité des Palmiers. Ça sera ainsi. Vous n'avez pas de travaux, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas réussi un concours. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la place au marché. Si c'est 50 000, bête à vous payer vos 50 000, vous restez à devant le Cameroun. Il faut des marchés. On en a besoin, monsieur. On en a besoin. Vous vendez des places à 100 000. Allez à Longbessou. En dehors de 100 000. La route est endommagée à Longbessou. 14 à 14 à cause d'absence de marché. Il faut les marchés. Et il y a l'argent pour ça. Construisez des marchés. Construisons des marchés, monsieur Michel Gadjou. Il n'y en a pas. Est-ce qu'à Douala deuxième, justement, il y a encore les pour construire un marché, Benjamin? Mais si les gens viennent à Douala deuxième, c'est parce que le seul marché, c'est à Douala deuxième. C'est tout. Si vous aviez un marché à Douala premier, à Douala 3, à Douala 5, tout le monde ne devrait pas converger vers le marché central ou bien le marché Nkololo. C'est justement parce que c'est l'unique grand marché. Vous êtes à Souza, vous voulez dépanner le téléphone, vous allez où? C'est pas un Saint-Droisier. C'est la même chose en Mopi. Alors ça même pouvoir passer un Mopi pareil. C'est compliqué. Donc moi, la solution, comme le dit Charles, c'est la construction des marchés. Et ce que madame la maire fait là, c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et tout ça. Non, son rôle c'est des gapilles. Vous avez déjà. C'est des gapilles pour les jeunes. Doit les propres. Libérer les. Entre-temps, qui a perçu les 100 000 francs. Ceux qui ont perçu les 100 000 francs. Ils ont perçu les 100 000 francs chez qui? C'est la communauté humaine. Alors. C'est la communauté humaine qui on restitue les 100 000 francs donc. Je pense donc qu'ils devaient travailler en synergie. Donc, madame la maire de Douala 2 et le maire doivent s'entendre pour gérer ces commerçants-là. Parce que quelqu'un qui n'a même pas pour capital déjà 100 000 francs, qui se bat, peut-être va dans une tontine, comme on a parlé tout à l'heure, acheter 100 000 francs pour venir s'offrir une place, investir, et que vous venez le déguerpir. Déjà, il faut qu'il rembourse les 100 000 francs en réunion, il faut qu'il... C'est compliqué. Quand les jeunes en arrivent là, ce que nous voyons là, faites très attention. Faites très attention. Ça commence comme ça, avec les petits commerçants là, et... je ne vous dis pas ce qui va se passer demain. Alors, on a laissé faire. On va quand même se dire qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont arrêtées dans cette histoire. Et ce matin également, la police est à nouveau. On les arrête pourquoi? Vous vous rendez bien compte qu'il y a 2 mois, on a vendu les places aux gens au marché. On vendait les carreaux que vous voyez tracés là. On vendait ça à 100 000 francs au marché, jusqu'au marché central. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils ne discutent pas le fait qu'on leur a demandé d'acheter? Ils disent que encore... On laisse. Vous vous rendez compte? On laisse. Le problème là, c'est que encore. Et puis dans cette situation, on a connu Madame la maire de Douala deuxième comme quelqu'un qui aime bien faire des travaux, des développements et tout ça. Mais on observe qu'à Douala deuxième aujourd'hui dans les marchés, il y a beaucoup trop de désordre. Il y a beaucoup trop de désordre. C'est soit on vient casser tout le monde, soit on vient faire des gens courir et ils attendent vraiment les jours de grands marchés pour ça. La gestion du marché central relève de la mairie de la ville. Ce n'est pas la mairie de Douala 2, c'est la mairie de la ville. Madame Denise Fampou a voulu s'interposer. On l'a rappelé, Tonel l'avait rappelé à l'ordre très mal. Avec le ministre Emmanuel Sadi qui à l'époque avait voulu bien que ce soit chaque commune, chaque arrondissement qui gère son marché. Ça avait créé des problèmes. Il faut construire. Monsieur Michel Ngachou, vous arrivez ici à Bonakwama. Regardez qu'à Bonakwama, on va même déjà dans la station.
On va même déjà jusqu'à Lorraine, la station La Brocante est venue entrer. Mais disons-nous les vérités. Il devrait s'asseoir et dire il faut des marchés. On dit Douala premier, un marché central, Douala 2, un marché central, Douala 5, un marché central, Douala. Mais regardez que les privés sont entrés dans cette affaire des marchés. Regardez dans toute la ville, les privés sont entrés. Jusque-là, on n'a pas réussi à résorber le problème. On n'a pas réussi. Autre Mais moi, sujet. c'est une préoccupation parce qu'au-delà du fait qu'on pose la problématique ou encore la solution selon laquelle il faut construire des marchés, moi je pense qu'il y a une mauvaise politique qui est exécutée dans les marchés. Je m'explique. Parfois, vous arrivez dans un marché, je prends le cas du marché Nidédo, il n'y a même pas moyen de circuler sur la chaussée, mais rentrer dans le marché. Il y a le vide. C'est vide. Parce que et il y a des boutiques qui ne sont même pas occupées. Dans le marché. Dans le marché. C'est dans quelle condition? Non, attendez, permettez. Dans le marché pour voir. Permettez-moi de dire, il y a des boutiques qui ne sont pas occupées. Quand vous entrez dans le marché, la même effervescence que vous avez vécue vraiment sur le trottoir n'est pas la même à l'intérieur. Ouais. Ça veut dire que l'affluence se trouve simplement à l'extérieur du marché. Comme pour dire quoi? Tout le monde veut vendre à la chaussée. En bordure de route. Tout le monde veut être en bordure de route. Vous avez la police municipale. Tous les commerçants, Vous avez permettez. la police municipale, non? Tous les commerçants veulent vendre en bordure de route. Donc, même s'il faut construire des marchés ou faut quoi que ce soit, on doit revoir la politique des espaces marchands. On doit pouvoir éduquer ces commerçants et les clients. Parce que dites-vous bien, si les marchés ou encore si les boutiques sont occupées à l'intérieur, si on empêche des gens de vendre sur le trottoir, automatiquement, vous aurez l'obligation de pouvoir rentrer dans les marchés. Autre chose, ces commerçants qui vraiment préfèrent prendre les emprises publiques se plaignent de ce que les coûts des boutiques à l'intérieur sont tellement exorbitants. Une maman qui vend la tomate qui estime qu'elle a son cajou à 2000 n'a pas de moyens pour louer une boutique à 50 000, 30 000 francs, quoi que ce soit le mois. Donc, il faut qu'on essaye de pouvoir mettre le juste niveau, créer un équilibre pour toutes les couches sociales. Merci beaucoup Isabelle Carole. Eh bien, on va dire justement ce matin que du côté de Koulouloun, ici à Douala, la police y est depuis ce matin, mais va-t-elle s'en sortir? C'est pas aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on vit ces cas là-bas. Disons-le, ils vont le faire aujourd'hui. 2 jours après, les mêmes populations viendront s'installer et on demandera certainement le sursoir. Alors qu'il y a un problème fondamental dont il faut trouver des solutions. Autre sujet, Isabelle Carozopé. Autre sujet, c'est cette vidéo devenue virale qui a fait le tour de la toile et au plus d'un, où encore tout le monde était unanime sur cette indignation parce que revêt cette vidéo où bel et bien on voit un homme justement venir dans un établissement scolaire pour régler son contentieux avec son épouse. Vous pouvez donc voir en image, c'est une vidéo amateur, épouse allez dire. C'est une vidéo amateur, ça il faut le préciser. On voit bien comment le mari tient sa femme par les cheveux. Michel Ngachou. Et quand on écoute la vidéo, il dit « Je suis son mari, j'ai des droits sur elle ». Une phrase qui révolte plus d'un. Parce que là, il faut bien préciser qu'elle est à l'école, dans un établissement scolaire primaire, en train de donner cours. Et c'est en pleine salle de classe qu'il vient arrêter cette dame. Les raisons pour lesquelles il est arrivé jusque-là n'ont pas pu être connues jusqu'ici. On a des maîtresses tout autour qui tentent vraiment tant bien que mal de lui dire vous n'êtes ni au bon endroit ni au bon moment. Est-ce que vous faites, peu importe ce qu'elle a pu poser comme acte, ne se fait pas. La violence justement conjugale ou encore la violence dans un couple, ce sont des choses proscrites. Mais de voir de pareilles images, on se pose bien les questions, comment les hommes peuvent en arriver là. Heureusement, il y en a sur ce plateau. Il n'y a pas que sur le plateau, il y a également il y en a qui nous regardent ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes violents aujourd'hui dans cette société qui se reconnaissent dans l'attitude de cet homme? Est-ce que les femmes en réalité ne se sont pas... Et là, moi, je me plains encore des femmes. Vous allez me permettre. Je laisse souvent elle me dire... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Voilà une femme qui est violentée. On ne voit pas les associations de femmes se lever. On ne voit pas les femmes justement s'organiser pour revendiquer ce type d'acte et dire qu'il ne faudrait plus que ça se reproduise. On a l'impression que les femmes, pour elles, c'est normal. Elles se couchent, elles dorment. Ah ben, à qui mieux? Si c'est moi, demain, tant pis. Si c'est moi, c'est l'autre. Oh, mais c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe dans cette société, Karine? Ces images-là, moi, je suis un homme, je ne permets pas. Mais pourquoi les femmes peuvent être silencieuses dans une situation comme celle-là? Il se passe que la société camerounaise est silencieuse devant tout. Parce que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, ce n'est pas seulement les affaires des femmes. C'est une affaire nationale. La société camerounaise est silencieuse devant tout,
et accuse la victime dans ce genre d'affaires. Parce que, s'il vous plaît, les commentaires que nous avons lus sur la toile, c'était genre, c'est sûr qu'elle a fait quelque chose. Son mari n'a pas fait ça pour rien. Est-ce qu'un homme peut venir faire des choses comme ça dans ton lieu de service? Est-ce que... Maintenant, on commence à poser les questions à la victime. La personne qui a commis l'acte, il est protégé. Il est protégé par je ne sais pas quoi, un machisme qui ne dit pas son nom, un sexisme qui explique bien que la femme doit souffrir comme ça. Maintenant, dans la situation de cette femme, moi je vous dis dans ces affaires-là, j'attends, je me calme, je reste silencieuse. Jusqu'à quand le moment où il me laisse pour se lever. Le bâton que je fais lire les enfants là, c'est ça que je l'attends. Je ne vais pas accuser quelque chose. Mais vous n'allez pas promouvoir la violence, je ne promeux même pas la violence. Mais à un moment donné, est-ce que les images qu'on a ne sont pas suffisantes pour qu'elle puisse poursuivre ce monsieur devant les juridictions compétentes? Est-ce qu'elle a le même pouvoir que lui? Est-ce qu'elle a le même pouvoir que lui? Vous ne savez pas si c'est une administration civile, si c'est un procureur, si c'est... Parce que ces gens, généralement, si un homme vient dans votre espace professionnel, vous faire ce genre de choses, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Alors. Parce que non seulement la femme n'aurait même pas besoin de parler, que le responsable de l'établissement ait porté plainte parce qu'il y a des témoins. Il y a des élèves, c'est d'abord un traumatisme pour les élèves. Permettez-moi. Les parents d'élèves doivent faire une plainte commune contre lui. C'est pas un jeu. Comment on apprécie des attitudes d'hommes pareils, Belmondo Njouaka? Il faut sévir avec la dernière énergie quand même. Mais est-ce que c'est raisonnable que votre épouse, que vous ayez les droits sur elle ou pas en même temps? Ça, c'est questionnable. Que vous allez quand même dans un établissement battre sur votre épouse devant ses élèves, devant ses collègues. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette folie quand même? D'abord, je vais répondre à Isabelle Carole. Tout à l'heure, elle a dit à les hommes sur ce plateau. Je rappelle que la dame qui allait battre sur un enseignant dans quel lycée, elle était administrateur civil. C'était pas un homme, c'était une femme. Elle allait battre sur l'enseignant toujours en pleine salle de classe. Donc c'était une femme en ce moment-là qui battait sur un enseignant administrateur civil. Donc, et on a vu ailleurs, que ce soit les militaires aller dans l'établissement battre sur... Bref, pour revenir à l'histoire, je pense d'abord que ça me pose un problème d'abord. Je suis contre toute forme de violence. Ça me pose d'abord un problème, l'établissement même. Comment est-ce que ce monsieur a pu pénétrer dans l'enceinte de l'établissement, entrer dans la salle des classes, saisir la maîtresse? Non, mais quand il arrive, je veux voir mon épouse. Non, ça ne se passe pas comme ça dans l'établissement. Dans une salle de classe? On ne rend pas visite dans la salle de classe. Même en entreprise. Même en entreprise. Ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité dans cet établissement. On est dans un pays où il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Même pas un procureur. Comment il se retrouve dans la salle de classe? Comment? Et autour, quand je regarde cette vidéo, il n'y a que les femmes là. Moi, je ne vois pas un homme. Oui, il n'y a que des femmes. C'est à ce poser la question, c'est un établissement où il n'y a que des femmes là. D'enseignants hommes? Oui, il n'y a pas les hommes. Il n'y a pas de vigile, il n'y a rien. Mais ces femmes ont été incapables justement de faire de... Il n'y avait pas un homme. Je la question. Parce que je me dis que s'il y a deux hommes dans cet établissement là, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas laisser faire. Un homme qui arrête les cheveux. Je me pose ces questions. Donc, il y a que cet homme doit être interpellé. Mais fut-il, vous avez parlé, on ne sait pas qui il est. Non, mais on l'interpelle d'abord. Oui. Très bien. Parce que c'est très grave ce qui se passe là. Est-ce que c'est dans ces situations qu'on attend des magistrats, on m'a dit quand même sérieux, vraiment à réagir et demander qu'on puisse ouvrir un procès contre ce type d'homme, Charlemagne Battu? Monsieur Michel Ngatiou, le nombre de femmes qui viennent humilier leur mari au bureau est plus élevé que le nombre d'hommes qui vont humilier leur femme. Alors. Permettez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je compte, et j'en ai été victime, monsieur Michel Ngatiou, des femmes qui viennent humilier leur mari, des bagarres, qui déclenchent des bagarres dans le service de leur mari, elles sont comme ça. Pas vous quand même. Je dis comme ça. Donc je peux vous dire que de la même manière qu'on s'offusque pour la femme, on s'offusque pour l'homme. C'est ce que je disais. Et c'est plus récurrent. On a eu des sujets sur la femme qui dit hey, tu vas me voir le matin dans ton service. Elle débat. Vous violence là-bas. Pardon. Il n'y a pas de violence physique aussi. Ah bon? Vous dites quoi? Peut-être parce qu'on vous n'a pas vécu. de capacité. On arrête, on tire la cravate de l'homme. Laisse-moi, on déchire la chemise de l'homme. L'homme doit se défendre comme un lion. On dit non, c'est la femme, l'État passe, c'est la femme. Non, monsieur Michel Ngatiou. Je crois que je ne légitime pas l'acte. Parce qu'en principe, il peut être arrivé comme un agneau et devenir le loup plus tard. Mais chaque structure, de la même manière qu'on a décrit avec la dernière énergie ce qui s'est passé à Bamendou, avec ce monsieur pour qui 7500 francs, il a tapé jusqu'à tuer un enfant, ces enseignantes devaient se rebeller.
À l'immédiat, c'est votre nom. Le principe de légitime défense. On ne peut pas arrêter une femme. Je dis même de mémoire bantou. Arrêter une femme par les cheveux. Il tient la femme par les cheveux comme si c'est pas sérieux. Non, monsieur Michel Ngachou, on s'oppose littéralement. Ces femmes avaient le droit de défendre. Elles sont en état de légitime défense. Le fait, elles-mêmes doivent être arrêtées. Les enseignants devraient elles-mêmes être arrêtés face à cette on va situation. dire non-assistance Non-assistance de présence en personne. danger. Elles sont là, elles sont Dans la vidéo, film. il a même blessé l'une de ses enseignantes là, en dehors de son épouse. Très bien. Allez, on va également marquer une pause, madame, monsieur, cette fois-ci avec Consilamine, encore, tout en demandant humblement aux hommes qui nous regardent ce matin de cesser d'être violents. Vraiment de cesser d'être violents. On peut comprendre que, oui, Chalamel l'a dit, on peut arriver en mouton ou en agneau et revenir et ressortir en loup. Ben non, il faut cesser la violence, ça ne paye pas. Et bien là, certainement, si un magistrat se lève cette affaire, ça devenait très compliqué pour ce dernier. Constilamine. Les auditifs, une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Voilà. Ah ben, ça fait encore débat. Hein. Ça fait encore débat parce que on comprend très mal quand on arrive là. Ah ben, ça fait encore débat. Constilamine, cette fois-ci, c'est Earlys Up. Bien entendu, cette fois-ci, c'est le Earlys Up, encore appelé appareil pour nettoyer oreilles. Voilà comment ça se présente, cet appareil, qui est bien sûr à l'intérieur de ce coffret, un coffret dans lequel vous avez 5 accessoires. Alors bien, donc, il faut tout simplement mettre une pile à l'intérieur de votre appareil. Vous l'allumez par là. Regardez comment ça, voilà, vous l'allumez là. Une fois qu'il a été allumé, vous le mettez à l'intérieur de l'oreille. Il va aspirer la saleté au fur et à mesure. C'est donc l'occasion déjà pour moi d'attirer l'attention de tous ceux-là qui nous regardent ce matin qu'il est important de nettoyer les oreilles avec le Earlys Up. Facile à utiliser, facile à manipuler, facile à se ranger, facile également, bien entendu, hein, donc chacun peut l'utiliser. Et parlant bien sûr des consommateurs, parlant des utilisateurs, je tiens à remercier une fois de plus tous les policiers du commissariat central numéro 4 de la ville de Douala qui ont réservé mardi dernier, lundi dernier, un accueil chaleureux au concept Salaka. C'est donc l'occasion déjà pour moi de dire merci à tous ces hommes en tenue. Alors le prix est de 7 500 francs. Retenez que vous achetez un Earlys Up. Le second vous est offert gratuitement. On appelle ça appareil pour nettoyer oreilles. Il coûte 7 500 francs l'appareil. Mais quand vous achetez un Earlys Up, on vous donne le second gratuitement. Un conseil, chers téléspectateurs, n'utilisez plus les cotons-tiges, n'utilisez plus les cure-dents, n'utilisez plus les brindilles de balai pour nettoyer les oreilles. Vous avez enfin un appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Que ce soit pour les bébés, les personnes du 3e âge, les adolescents, les adultes, chacun devrait y avoir un Earlys Up à la maison parce qu'il est important de nettoyer délicatement les oreilles avec cet appareil qui est vendu à 7 500 francs au magasin 1001 tapis. Et retenez que vous achetez un Earlys Up. Le second vous est offert gratuitement. Il s'appelle tout simplement appareil pour nettoyer oreilles. C'est mignon, c'est stylé, c'est nyanga. Merci beaucoup et surtout bien des choses à tous ceux-là qui ne cessent d'accueillir et de recevoir le concept Salaka chez eux. Bonne fête une fois de plus par anticipation à toutes les mères qui nous regardent en ce moment. Le rendez-vous c'est ce dimanche pour la fête des mères. Et avant la fête des mères, il y a la promotion au magasin 1001 tapis.
Merci beaucoup, Constille Lamine. Merci infiniment.